Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités qui nous viennent de la France et qui sont ici pour nous parler d'éveil. Vous allez voir, c'est vraiment fascinant. J'ai écouté leurs vidéos en fin de semaine et hier et je pouvais plus m'en détacher parce que c'est vraiment passionnant la manière dont vous exprimez ce que vous vivez. Puis je pense que ça va être intéressant. Donc, d'abord, Pierre-Laurie Guillemet, bonjour. Bonjour Diane. Ça va bien? Très très bien. Très content d'être ici. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux parler encore? Oui, bonjour Diane. Voilà, là on t'entend bien. Et on reçoit aussi Gérald Ben Merzouk. Bonjour. Bonjour Diane, ravie d'être ici. Oui, je suis très contente que vous soyez ici. Je vais vous présenter un peu parce que les gens ne vous connaissent peut-être pas tous. Alors Pierre, toi, à l'âge de 19 ans, tu as vécu une expérience spirituelle décisive qui te pousse à chercher sans relâche l'éveil. L'introspection va durer 17 ans. Oui. Alors j'espère que mon fils écoute ça. Parce qu'il cherche ça, je pense aussi. De nombreuses rencontres avec des sages d'Orient et d'Occident, des voyages vont t'amener jusqu'aux Himalayas durant plusieurs années. C'est finalement à ton retour en France, dans la simplicité de la vie quotidienne, que se révèle la libération tant désirée, mettant fin à toute quête. J'ai tellement hâte que tu nous parles de ça. Pierre, tu es aussi professeur de yoga traditionnel dans la lignée de Swami Sivananda et tu pratiques le yoga et la méditation depuis plus de 16 ans et tu l'enseignes aussi. Oui. Gérald, toi, je me reconnaissais beaucoup en toi. Gérald ressent dès son plus jeune âge une forte empathie envers tout ce qui l'entoure, faisant de l'aide et du partage une de ses priorités. Toi, tu es né le cœur ouvert. Sa vie intérieure extrêmement profonde le pousse à s'interroger sur le sens de son chemin sur Terre. Il entame alors à 20 ans une phase d'ascèse intense qui le mènera 15 ans plus tard à se libérer des schémas égotiques et mentaux en réalisant l'unité. Quand tu parles d'unité, est-ce qu'on parle de la même chose que l'éveil? Oui, tout à fait. OK, merci. Une autre façon de le dire. Merci, ça me rassure. J'imagine que l'illumination, c'est la même chose? Oui, ça peut être considéré comme la même chose pour certains, en tout cas, certains l'entendent comme ça. OK. Et depuis ce temps-là, Gérald, tu apportes ton soutien à tous ceux qui viennent à toi. En 2013, tu as fondé l'association Tout est un, dont le but est de venir en aide aux plus démunis, de partager autour des approches spirituelles et interreligieuses. Et je suis allée voir ton site, c'est magnifique. Exactement, tout à fait. Ce site-là, on en reparlera aussi dans le courant de l'émission. Messieurs, je vous lance ma première question. 15 ans et 17 ans pour atteindre l'éveil, je trouve que c'est vite. Il me semble que ça fait 40 ans que je cherche ça. Alors, et j'ai écouté vos vidéos, puis c'est sûr, ma première question aurait été comment on fait, mais finalement, on fait rien. Fait que l'émission va s'arrêter là. Comment vous en êtes arrivés à ça? Vous avez des histoires passionnantes tous les deux, puis j'aimerais ça que nos auditeurs les entendent parce que c'est... j'allais dire, c'est pas hors de l'ordinaire, mais ça nous ramène à la puissance qui nous habite puis qu'on oublie. Alors, je sais pas lequel des deux veut commencer. Je t'en prie, vas-y. OK. Alors... c'est Pierre qui parle. Oui. Ça s'est fait, pour moi, ça a commencé donc à 19 ans, comme je disais dans le résumé. Et ça a été suite à une expérience spontanée. En fait, c'était un 24 août 2000, donc je m'en souviens très très bien encore. Et je dessinais sur 9h30, hein? Donc oui, après c'est arrivé à 21h30 que j'ai eu envie d'aller me coucher. Mais je dessinais sur je dessinais tout simplement dans le salon et à un moment donné j'ai senti une fatigue sans aucune raison me tomber dessus, une envie d'aller me coucher et donc là je suis allé dans ma chambre. Je me suis allongé et une fois dans mon lit, il y a une pensée qui est venue du plus profond de moi-même et ça a dit en moi, mais qu'est-ce qui se passerait si j'ai arrêté de penser? Pour jouer. C'était vraiment pour jouer. Et au moment où la pensée est venue, toutes les pensées se sont arrêtées. Et comme ça, là. Comme ça, instantanément. Il s'agit juste de le demander. Mais en fait, je ne l'ai pas demandé intentionnellement. Ça s'est présenté comme ça. Okay. Ouais, spontanément.
Et puis donc à ce moment-là, quand on commence à enlever les pensées, on déstructure beaucoup de choses parce qu'il y a énormément de choses qui sont pensées sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, le temps est pensé, donc c'est des choses comme ça. Et donc s'il y a plus de pensée, il y a plus de temps. S'il y a plus de temps, il y a plus le poids de l'émotionnel, de l'histoire personnelle à porter, qui pèse lourd pour beaucoup de gens. Et donc ça fait comme une grande libération. Donc juste quand les pensées se sont arrêtées, j'ai senti une grande paix d'abord, et juste après la paix, j'ai senti une joie finalement d'être libéré de tout ce poids. Et cette joie m'a parcouru en fait de la pointe des orteils jusqu'à la pointe des cheveux en fait. Mais est-ce que tu dirais que tu pouvais nommer que c'était une joie ou c'était juste un sentiment à ce moment-là? Alors, au début, c'était joie et ensuite, c'était amour, mais pas un amour humain. C'est un amour indescriptible, un amour inconditionnel. Voilà, inconditionnel, absolu, qui a rempli toutes les cellules du corps. Et en même temps, c'était comme une grande force, une grande énergie et j'ai vu de la lumière sous mes yeux à ce moment-là, qui éblouissante, quoi. Et à ce moment-là, t'avais pas peur? Non, j'avais pas du tout peur. Je savais que c'était ça que je cherchais. Mais je savais pas que je le cherchais. Mais c'est ça, jusqu'à l'âge de 19 ans, est-ce que tu étais un peu un mystique? Est-ce que tu cherchais des choses? Tu te posais des questions sur la vie? Tu étais heureux, pas heureux? Non, j'étais pas heureux parce que je me demandais ce qu'on faisait là. À 10 ans, j'ai pris conscience que ce corps allait mourir et je me disais que ça n'a aucun sens d'être sur Terre parce que à quoi bon investir sur Terre quoi que ce soit, puisque de toute façon tout va disparaître. Donc je voyais pas l'intérêt d'être là en fait. Et ça a duré 9-10 ans de dépression comme ça. C'est vrai, ah oui. Où je voyais aucun sens à la vie. Et puis c'est suite à cette expérience-là où ça a basculé d'un coup de la déprime à la joie, du jour au lendemain comme ça. Et puis juste après l'expérience, j'ai sauté de mon lit et je suis allé voir ma mère dans le salon pour lui dire que j'ai enfin trouvé ce que je cherchais depuis toujours, sans le savoir. J'aime bien la réaction de ta mère. Et ma mère n'a pas compris du tout ce que je disais. Je pensais que tu avais fumé quelque chose de Et voilà. Et donc cet état de plénitude a duré 15 jours à peu près. Et après, petit à petit, ça a baissé un petit peu. Mais du jour au lendemain, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Du jour au lendemain? Du jour au lendemain, ouais. J'ai changé mon régime alimentaire du jour au lendemain. Quasiment tous mes vêtements, je les ai mis dehors. 90% des affaires qu'il y avait dans ma chambre, même le lit, je l'ai mis dehors. Pourquoi? Je dormais par terre. Pourquoi? J'avais un besoin de tout remettre à zéro, de tout remettre à plat en fait. Et puis du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que spontanément, je me suis mis à méditer beaucoup. 6-7 fois par jour. 6-7 fois par jour, ouais, quand même. Et même dès que j'avais 5 minutes, je me mettais à méditer parce que pour moi, c'était vraiment, il y avait un goût. C'était très, j'adorais ça. C'était ma plus grande joie, c'était d'entrer en moi et de goûter ça, quoi. De retourner à la rencontre de toi, finalement? En fait, moi, j'appelais ça méditer, j'appelais ça à l'époque faire le pont avec la source. Comme j'étais pas croyant ou j'étais pas religieux, je savais pas que c'était ce qu'on appelle Dieu ou quoi que ce soit. Moi, j'appelais ça juste la source et je mettais pas d'étiquette dessus. Je savais juste que quand j'arrêtais le mental, je rentrais dans cette joie et c'était facile. Donc, voilà. Est-ce que tu faisais, t'étais aux études à ce moment-là? Est-ce que tu travaillais? Oui. Ouais. Mais puis justement, t'arrivais à tout faire ça, puis c'était pas évident. Non, j'imagine. Hein? C'est parce que ça doit entrer en contradiction à un moment donné, le bien-être que tu retrouves à méditer. Puis je pense que tu travaillais dans un cinéma à ce moment-là. Non, avant ça, à cette époque, j'étais étudiant en musique au conservatoire et c'était génial parce que je faisais de la musique toute la journée. Ouais. Et justement, la musique, c'est ce qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau, de pas sombrer dans la déprime totalement. Ouais. Donc le fait de faire de la musique, ça me permettait de rester quand même, d'avoir un goût pour la vie, quoi. Ouais. Mais après cette expérience-là, la musique, j'avais plus d'intérêt parce que je l'avais déjà la joie. J'avais plus besoin de faire de la musique pour ressentir de la joie. Donc même ça, je le faisais machinalement, mais ça m'intéressait plus tant que ça. Est-ce que tu dirais que tu t'es désintéressé de la plupart des choses sur Terre? Dans un premier temps, oui. Okay. Dans un premier temps, c'était comme l'intériorité a pris plus de place au début
que l'extériorité. C'est-à-dire, j'avais pas besoin de quelque chose pour me sentir satisfait. Je me sentais auto-satisfait. Il y a eu même des phases de rejet, ce qui est assez classique sur le chemin spirituel où on rejette un peu tout pour pouvoir faire sa pratique. C'est-à-dire les invitations des amis. Oui, je sortais jamais. J'étais connu au cinéma pour ça parce que tous mes collègues ils m'invitaient à faire des soirées. Tous les soirs ils faisaient les soirées et tout ça. Et moi je disais toujours non quoi. J'avais pas d'intérêt à faire ça. Okay. Est-ce que tu vas me pardonner la question, mais est-ce que quand tu vis ça, puis après, est-ce que tu te demandes, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis en train de perdre la raison? Ou c'était tellement évident que tu avais trouvé l'éveil? Peut-être que tu l'appelais pas comme ça à ce moment-là. C'était pas encore l'éveil à ce moment-là. Non. Ça, c'était le début. Okay. Moi, je croyais que c'était la fin. En fait, non, c'était pas la fin. Tu pensais que t'étais arrivé? Ouais, je pensais que j'étais arrivé. C'est souvent le cas sur le chemin spirituel quand on vit un état d'extase ou un état d'ouverture extrême, on pense que c'est la fin. Ouais, on pense qu'on est arrivé. Souvent, il reste encore un personnage, c'est-à-dire l'idée d'un moi qui veut, qui veut rejoindre cet état d'union. Et ça, c'est une fausse croyance, parce que l'état d'unité est déjà là. Mais on va peut-être y revenir plus tard. Ah oui, ça, on va travailler fort là-dessus, parce que je t'écoutais encore hier soir, puis je me disais, OK, t'es un petit peu là, on n'a rien à faire, mais on est déjà là, mais on ne sait pas qu'on est là. Oui, c'est ça. Exactement. J'ai beaucoup hâte de t'entendre parler de ça. Et tu as retrouvé cet état-là, tu dis que ça a duré 15 jours, après ça a diminué, puis après ça, tu te fais quoi pour que ça revienne ou que tu te rebranches? En fait, ce qui se passe en général pour la plupart des personnes sur le chemin spirituel, c'est qu'on oscille entre... moi, c'était très extrême, donc c'était extase et dépression. J'avais beaucoup d'états extatiques, tellement fort que je suppliais que ça s'arrête parce que mon corps ne pouvait pas supporter cette joie. Pour vrai? C'était trop puissant en fait. Donc je disais à la source, que j'appelais la source, je disais de redonner aux autres parce que moi je pouvais pas. Et par contre des fois j'avais des états de déprime où je me sentais complètement coupé de cette on pourrait dire connexion, mais en fait c'est une illusion ça, mais je me sentais coupé en fait. Est-ce que tu avais l'impression que tu avais perdu ça pour de bon? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de croire que je pourrais plus jamais vivre ça, goûter ça. Et à un moment donné, avec les années, ça s'est ça s'est harmonisé. Ça s'est apaisé, c'est devenu de plus en plus constant. Il y a eu une paix sous-jacente qui est devenue de plus en plus constante, que je sentais de plus en plus dans le quotidien. Et comme on dit en Inde, il y a 3 étapes sur le chemin spirituel. Le début, c'est sentir la paix, sentir la tranquillité. Et donc, la paix, l'amour, la joie, c'est la même chose. Et la deuxième étape, c'est être dans la paix, l'amour, la joie, la tranquillité. C'est-à-dire qu'on se sent comme baignant là-dedans. Et la dernière étape, c'est être la paix, la joie, la tranquillité. Et une fois qu'on l'est, on la cherche plus parce qu'on sait que c'est là. Voilà. Et donc, à un moment donné, ça se stabilise, on le sent tout le temps, et c'est permanent. C'est même pas un sentir. Parce que ressentir, ça voudrait dire que c'est un objet perçu. Et on va y revenir, mais c'est plus que ça. C'est plus nous, en fait. C'est tellement nous qu'on le voit pas. OK. C'est fascinant. Je ne sais pas si les auditeurs sont d'accord avec moi. Moi, je pense que beaucoup d'entre nous, on aspire à vivre ça, à être dans ce détachement-là, ce bien-être-là, cette paix-là. Puis c'est sûr qu'on a tous envie de vous demander comment on fait pour arriver là. Puis tantôt, vous allez nous répondre. Gérald, j'aimerais que tu nous racontes de ton histoire à toi. Mais pour ceux qui... C'est plate. Est-ce que c'est diffusé en direct sur Facebook, ce que vous êtes en train de... Notre émission, Pierre? Non, c'est pas diffusé. C'est pas diffusé, OK. Mais ce sera sur YouTube. Parce que j'ai devant moi 2 personnes vraiment très heureuses. Et Gérald est très... il sourit tout le temps. Pierre aussi, d'ailleurs, mais c'est comme un gros bonheur pour moi en ce moment. Alors, Gérald, je t'écoute. Quelle était ton histoire? Ça a démarré tout petit. En fait, même au-delà, parce que je me souvenais même de ce qui s'était passé dans le ventre de ma mère. Et d'ailleurs, arrivé à l'âge de 20 ans, un jour j'ai été la voir, parce que j'ai dit, il faut absolument que je te parle de quelque chose. Elle me dit, tu veux me dire quoi? J'ai dit, voilà, quand j'étais dans ton ventre, il s'est passé ça, et je lui donne des détails. Elle me regarde et elle me dit, alors ça, c'était quand même assez étonnant.
parce que les personnes auprès de qui je me confiais quand j'allais pas bien ou autre ne sont pas au courant de ça. J'ai tout gardé pour moi. Personne n'est au courant de ce que tu viens de dire. Wow. Et moi, je suis incapable de dire d'où ça venait. Ça m'est venu spontanément. Donc je l'ai pas cherché. Jusque-là, tu t'en rappelais pas. Ça t'est venu. Ah oui, pour vrai. Donc c'est venu spontanément. À voilà. 20 ans. Mais je me souviens quand même depuis tout petit, de plein de choses. Tout petit, 1 an, 6 mois. Comme quoi, voilà. comme quoi. Les choses, des moments, des passages où ma mère me tenant dans ses bras et je lui décris, par exemple, on est sur le pas de la porte de l'immeuble et je dis il y a plein de gens qui courent, qui se font courser par d'autres personnes qui sont habillées en costume et tout ça, mais on dirait des militaires et autres qui essaient de leur taper dessus. Et ma mère me dit oui, en fait j'étais descendu de l'appartement pour voir, il y avait des manifestations, c'était mai 68. Ah. Voilà, je me souviens, mais en détail de tout, je me souviens quand j'étais dans mon landau. Wow. Je me souviens de tout ça et la famille se penchant sur mon landau et me regardant, et je les regardais aussi. Beaucoup de choses comme ça, voilà. Et bon, j'avais des sommeils, on va dire, un peu difficiles, même pas trop, parce que je me levais la nuit tout petit, je vidais mes paniers de jouets, je jouais la nuit. Donc c'était un peu compliqué. Ça, c'est le fun pour un parent, ça. Pour les parents, c'était un peu compliqué à gérer. La nuit, le jour signifiait pas grand-chose pour moi. Tu n'avais pas besoin de sommeil ou tu récupérais très le peu, jour? Okay. Très peu en fait. Et il y avait des moments où je dormais plus, puis des moments où je n'avais plus besoin de sommeil du tout. Donc c'est difficile à gérer pour les adultes. Comme je dis toujours, en fait, ma mère, elle avait des cernes pas possibles parce qu'elle dormait pas. Et tout le monde m'aimait, personne ne voulait me garder. Ah, t'expliques ça comment? Donc c'était un peu compliqué pour les gens parce que en fait j'étais tellement actif que voilà, je bougeais dans tous les sens. Et puis arrivé à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, j'avais tendance, il y avait des choses qui me venaient spontanément, donc je faisais la morale et j'enseignais aux gens, aux adultes qui ne le percevaient pas forcément très bien. Mais pour qui il se prend, lui? Donc, c'est des discussions d'adultes ici, pas d'enfants. Voilà, et ça m'a toujours suivi. J'ai fait beaucoup d'expériences de plein de choses, spirituellement parlant. Très jeune, déjà. De la méditation, déjà très très jeune. Voilà, ça me venait spontanément. Et puis, je voyais constamment des choses. Dès que mon regard se portait sur un support, un bâtiment, une personne, un animal, la nature, je la voyais telle qu'elle était. C'est-à-dire pas forcément que dans sa forme physique, mais aussi quelque chose qui n'avait pas de forme spécifique. OK, là, j'ai peur un peu. Je suis devant toi, je me dis, OK, qu'est-ce que tu vois, là? Et puis, ma mère était déjà comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'elle connaissait, elle regardait quelqu'un et elle connaissait sa vie de A à Z. Donc, bon, quand t'as une mère comme ça peut, je pense, aider beaucoup, tu vois, sur le chemin. Puis, elle te le racontait? Oui, elle me racontait les choses parce qu'en fait, on voyait les mêmes choses, on percevait les mêmes choses, on appréhendait les mêmes choses. Est-ce que tu dirais que c'est un don? Comment? Est-ce que c'est un don? Non, c'est pas un don puisqu'on est tous pareils. Donc pour moi, c'est pas un don. Voilà. Après, qu'il y en ait certains qui l'aient un peu plus développé, un peu plus intense, et d'autres un peu moins, oui peut-être, mais c'est pas un don pour moi. Okay. Parce qu'on est tous la même chose. Et donc ça a été différentes étapes. Après, il y a eu des gens, des parapsychologues, des gens comme ça qui m'ont invité à venir des fois dans leur, entre guillemets, leur stage, mais pas pour le faire, mais simplement pour être comme un candide. Donc ils me faisaient la demande, donc je venais. Et j'étais là assis dans un coin et je regardais tout ça comme un espèce d'observateur. Je suis resté un certain temps avec ces gens-là, tous ces gens-là qui m'invitaient un peu partout. Et à un moment donné, il y a quelque chose en moi qui est venu du plus profond de moi qui m'a dit mais ça c'est pas de la satisfaction. Il manque quelque chose. Ce n'est qu'un bout infime de ce que tu es. Donc maintenant tu pars. Et je suis parti. Bon, ça a un peu déplu aux gens. Et là, tu as 16 ans à ce moment-là? Oh non, un peu plus vieux. Plus vieux. Ouais, je suis plus vieux. Ouais, beaucoup plus vieux. T'es parti? Je les ai quittés pratiquement tous. Je suis resté ami avec eux quand même, mais je suis plus venu à tout ça. OK. Voilà. Et je me suis mis progressivement à méditer de plus en plus. 5 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures. Des journées entières, des semaines entières. Je méditais en fait pendant les transports. Donc j'étais tout le temps en méditation, même à mon travail. Et d'ailleurs, une fois, j'étais tellement dans un état extatique. Je travaillais sur des presses, des petites presses. Et mon doigt est passé sous une presse. Mais je n'ai eu aucune douleur. C'est vrai? Et je suis resté en état extatique, même après le doigt qui était écrasé, qui s'est ouvert comme une fleur. Incroyable. Ouais, j'étais tout le temps comme ça. Quoi que je fasse, tout le temps. Donc la nuit, le jour, constamment. Et arrivé à un certain stade, je méditais 24 heures sur 24 en fait. Parce que je restais même conscient la nuit. C'est vrai, tu dormais pas du tout. Ouais, en fait, mon corps dormait, il respirait fort, il ronflait, c'est ce que je dis toujours. Et moi, j'étais conscient, j'entendais tous les bruits, tout ce qui se passait dehors, à l'extérieur, à l'intérieur. C'était assez amusant. Quand tu parles d'unité, il s'est passé quoi pour que tu t'appelles ça? J'ai repris conscience, j'allais dire, je me suis rappelé
que je n'étais pas dissocié de rien, que je faisais partie intégrante d'un tout et que j'étais le tout, voilà, et que j'ai toujours été ça, et que j'étais inchangé en fait. J'ai toujours été le même, je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais évolué, tout a toujours été là. OK. Alors, on grandit, on change, on apprend, mais le fond de ce qu'on est profondément reste le même. C'est ça que tu dis? Alors, en fait, ce que je dis, c'est que on a la croyance que l'on évolue, on a la croyance que l'on avance, qu'on s'expanse. Et en fait, l'unité, c'est l'unité, c'est-à-dire qu'elle est égale à elle-même, c'est la conscience. La conscience n'évolue pas, elle ne change pas, elle ne perçoit pas, elle ne ressent pas. Elle est elle-même telle qu'elle, elle est immuable. Donc, il n'y a pas de modification qui s'opère. Par exemple, la conscience était égale à elle-même, même avant que l'univers soit créé. Elle était déjà ce qu'elle est. OK. D'accord? OK, là, parce que dans ma tête, j'ai plein de questions, là. Ça s'applique comment dans la vie de tous les jours? Tu sais, on parle beaucoup de développement personnel. Je sais que tu as commenté quelque chose là-dessus parce que juste l'expression en elle-même, oui, ça ne veut rien dire, là, finalement. Là, c'est comme un non-sens là, pour vous deux. Quand on parle ici au Québec, on entend souvent ça, devenir la meilleure version de soi-même, être une meilleure personne, se libérer de nos défauts, apprendre, grandir, tirer le son de ce qui nous arrive. Pour vous, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi, au juste? OK. Ce qui est bien, c'est que maintenant la physique quantique, elle a validé ce que Gérald est en train d'expliquer et ce que les sages disent depuis plus de 10 000 ans. Donc, c'est que, en fait, en réalité, tout est conscience. Il y a pas deux consciences. Ça, c'est un point de départ. C'est que, donc, en physique, on dit il y a énergie, il y a conscience partout. Il n'y a pas de différence entre la conscience dans le corps de Diane et la conscience en Pierre, en Gérald, dans la table, dans le micro. C'est exactement la même chose, la même conscience. Comme si on était des atomes d'un même tout. C'est ça. On est ce tout, en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle en Inde Brahman. Ça veut dire l'absolu, le plan absolu, où tout est un. Il n'y a qu'unité. Et ça, c'est ce qui ne fluctue pas, ce qui ne change pas. En apparence, ce monde fluctue. En apparence, on croirait qu'il y a Diane, qu'il y a Pierre et qu'il y a Gérald. Apparence. Ouais. Donc, mais si on zoome au microscope électronique, on voit la même chose. En toi, en moi, en Gérald. Et moi, j'aime bien comparer, en fait, prendre la métaphore du film, de l'écran de cinéma. C'est comme si, au niveau absolu, il y a la même conscience, la même unité partout, qui est comme l'écran blanc de cinéma qui reste toujours immaculé, pur, parfait. Et en surface, il y a l'apparence de mouvement, le film qui est projeté sur l'écran et qui donne une impression de relativité, une impression qu'on est deux, une impression qu'il y a une évolution dans le temps, etc., etc., etc. Et en fait, l'éveil, la réalisation du soi, ou l'illumination, peu importe les termes, c'est quand on réalise qu'en fait on n'est pas dans le film, que ce qu'on est fondamentalement, c'est cette conscience qui est sous-jacente au film. On est l'écran blanc, en fait, ce qu'on est. Ce qu'on projette, c'est nos pensées. Ce qu'on projette, c'est juste la conscience qui fait l'expérience d'elle-même à travers de multiples formes. Et ça, c'est pas nouveau, parce que ce qu'on dit là, c'est tous les sages l'ont déjà dit depuis des millénaires, ça a toujours été la même chose. Toujours. Ils ont été tellement peu nombreux à le dire. Puis, à chaque fois, je pense que dans chaque ère, il y a quelques sages qui viennent apporter ce message-là. Aujourd'hui, on est encore loin de ça. Tu sais, les gens qui ont connu l'illumination ou l'éveil ou l'unité, ça se compte pas beaucoup. Ça commence à changer. Ça commence, oui. Non, je pense que oui. Je pense qu'on sent un certain changement. Même moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se polarise, mais vous allez me dire que c'est la même unité, là, finalement. Tu sais, quand j'entends Donald Trump, puis quand j'entends des gens comme vous, pour moi, c'est comme deux chemins différents, mais c'est de l'amour pareil. Oui, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil, sauf que en passant à travers les filtres mentaux, égaux,
D'accord ? Donc l'ego étant la somme des croyances que l'on peut avoir, on peut penser que c'est éloigné entre Trump et peut-être des gens comme nous voilà, qui parlent d'éveil ou autre. Et en fait, c'est une seule et même chose. Il n'y a pas de rôle qui est joué là, c'est toujours la conscience en fait. C'est des aspects de la conscience qui se manifestent de différentes manières, qui s'expérimentent finalement, exactement. C'est ça? La conscience s'expérimente elle-même à travers le support de manifestation qui est la densité, le charnel, la matérialité. Elle se contemple en fait. C'est un jeu. Puis pourquoi elle fait ça? Pour jouer. Exactement. La vie est un jeu, ça c'est vrai. Je dis ça dans mes conférences, mais là je pense que vous amenez ça à un niveau pas mal plus élevé que ce que je dis. C'est un jeu? On joue en ce moment? C'est un jeu. Okay. C'est un jeu. Et on joue sans but, finalement. Oui, il n'y a pas de but, effectivement. Il n'y a pas de but à atteindre, il n'y a pas de sens. Okay, donc, les objectifs, les buts... Exactement. On laisse tomber tout ça. Ça rend libre. Oui, je le dis, puis je me dis, oh mon Dieu, ça doit être agréable de vivre comme ça, parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus d'attente non plus. Exactement, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de contraintes. Il n'y a plus de déception. Les tensions disparaissent. Okay. Oui, tout à fait. Mais pour en arriver là, il y a un chemin. Vous allez me dire, on est déjà là, mais mettons que je ne me rends pas compte que je suis déjà là. Vous suggérez quoi? Puis là, je ne sais pas quel verbe mettre, là, pour qu'on soit là, qu'on se rende compte qu'on est tous là, finalement. Ouais. En fait, il y a énormément de chemins différents. Ça dépend de chacun. C'est pour ça que il n'y a pas de méthode précise qui peut être appliquée à tout le monde pour l'éveil. Ça fonctionne pas. Ça dépend de ton aspiration profonde. Vous avez en commun d'avoir médité beaucoup. Est-ce que c'est le chemin? Mais on n'était pas obligé. Oui, non. Ah non? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ouais. Et en plus, à notre époque, il y a beaucoup d'éveils spontanés, donc des gens qui n'ont jamais rien fait du tout et à qui ça arrive spontanément. Pourquoi? Il n'y a pas de sens. Non, c'est vrai. Alors en général, comment ça se fait qu'on est plus à vivre des éveils spontanés? En général, s'il y a quand même une aspiration profonde au niveau du cœur. L'éveil, c'est souvent pas, c'est même jamais quelque chose qui provient du mental. Ça peut pas se faire avec le mental. Impossible. C'est pas quelque chose de calculé mentalement. Tiens, je vais faire ça et ça, puis après, au bout du compte, je vais m'éveiller. Ça marche pas comme ça. Je pense que la plupart des gens, on se dit là, si on parlait de ton ascèse tantôt, on se dit ok, si je vais méditer, par exemple, à Vipassana, puis que je fais 10 jours dans le silence et la méditation, puis que je change complètement mon alimentation comme tu as fait, Pierre, puis que je m'éloigne de l'électronique ou de toutes sources d'ondes magnétiques qui sont dommageables pour moi, je vais y arriver. On a l'impression que c'est un chemin avec des indications, des directives. Fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça, puis on va y arriver. Mais c'est pas ça. Non. C'est l'élan du cœur en fait qui va savoir quel est le plus juste pour nous, et c'est pas forcément méditer. Il y a beaucoup d'autres façons de réaliser le soi. Quand j'étais dans les Himalayas, j'étais avec il y a une jeune qui est venue en retraite pendant 15 jours à l'ashram, une Mexicaine, et elle n'était pas du tout portée à la méditation, c'était pas du tout son truc, et elle est allée voir le maître en question qui était le maître de l'ashram, et elle lui dit mais qu'est-ce que je dois faire, parce que souvent en Inde on peut demander la sadhana, c'est-à-dire l'ascèse au maître, et le maître il lui a juste dit pour toi, il l'a dit en anglais, mais je vais le traduire en français. Pour toi, tu as juste à chanter, danser et oublier à propos des problèmes du monde. Et en fait, c'était son chemin, elle. C'était de chanter, danser pour vraiment retrouver sa joie profonde. Et ça, c'est des voies qui sont enseignées dans tous les chemins spirituels, dans toutes les traditions. Souvent, il y a le chant, par exemple. Et puis, comme tu disais, la danse aussi, il y a beaucoup. Donc, ça peut être plein de choses. Ça dépend ça peut être dans la nature avec travailler la terre. Ça peut venir à tout moment. Ça peut venir de plein de... Écrire. Plein de choses. Oui, ça peut écrire, mais écrire.
mon processus, à moi, quand j'écris, je le dis souvent, là, mais je m'installe, puis les mots viennent tout ça, je sais pas d'où ils viennent, puis je les laisse aller, puis je censure pas, parce que quand je censure, ça bloque. Je peux pas écrire ce que j'aurais, moi, envie de dire. Bon, j'écris, puis après ça, je corrige les fautes parce que j'ai tapé vite. Puis quelqu'un va me dire, c'est beau ce que tu as écrit aujourd'hui, parce que moi, j'écris tous les jours sur Facebook depuis 6 ans, là. Puis je me rappelle pas ce que j'ai écrit. Je m'en rappelle pas parce que c'est comme pas moi qui l'ai écrit, mais c'est moi aussi. Oui, c'est toi. Oui, bien sûr. Est-ce que... ma question, c'est dur à poser, là, parce qu'on est tellement dans l'abstrait pour moi. Là, en tout cas, on est dans l'abstrait. Pour vous autres, c'est du concret. Mais est-ce qu'on peut faire abstraction de notre mental parce qu'on en a besoin pour fonctionner? De notre mental? Oui, bien sûr. Alors, comment expliquer ça? Oui, on peut à la fois... Je corrige mes fautes, là. En fait, le mental, on s'en sert pour les choses de la vie quotidienne. Le relatif. Pour le relatif. Exactement. Mais par contre, pour être en accord avec soi-même dans la vie, c'est plutôt le cœur qui doit privilégier. Par exemple, si tu veux partir en road trip, on va dire, faire un trip comme ça, mais tu sais pas où aller, le mieux, c'est d'abord écouter le cœur. Puis là, ça va te dire, par exemple, pars en Inde, au hasard. Et après, tu utilises le mental pour prendre ton billet d'avion, pour faire ses bagages. Des choses relatives. Mais c'est l'élan du cœur qui prime dans la vie pour être vraiment en accord totalement avec soi, pour pas qu'il y ait de dissonance dans la vie. Exactement. Avec le mental, tu n'y parviendras pas puisque c'est un outil fini et limité, alors que le cœur, lui, est illimité et infini. Oui, puis tu sais, on voit tellement de gens aux prises avec des problèmes d'angoisse et de stress et d'anxiété parce que le mental est tellement en opération constamment. Tout à fait. Puis plusieurs de ces personnes-là ne savent pas comment l'arrêter. Moi, je l'appelle Marcel, là, mon mental, mon ego. On ne sait pas trop comment arrêter notre Marcel parce que c'est comme un petit hamster qui pédale sans arrêt. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, il n'est pas question de l'arrêter, mais simplement de l'accueillir, de prendre. C'est comme un constat, c'est-à-dire que tu prends conscience qu'en fait, il fonctionne, que c'est une machine à concept, donc il conceptualise, c'est son rôle, et tu l'accueilles tel quel. D'accord ? Comme ça, il y a déjà moins de dualité là. T'es moins en résistance quand voilà, exactement. Tu l'accueilles tel quel déjà, pour commencer. Mais quand vous deux, vous observez le monde en général, la vie de son cours comme des poules pas de tête pour... des fois, on se demande pourquoi on fait tout ça, tu sais, toutes ces obligations-là qu'on se met sur le dos, ces engagements, Oui. Vous pensez quoi de tout ça? Je sais que le verbe est... Ça me rappelle... en fait, plusieurs fois, j'ai amené des personnes en Inde où il y avait des personnes qui étaient avec moi, des Occidentaux comme ça. Et puis... on s'en rend pas compte, mais ici, on est dans une culture du faire. On fait. Ah oui. Et par exemple... Crois-moi, on s'en rend compte. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de gens ici, par exemple, qui seraient au pied d'un arbre pendant 24 ans sans bouger. Quoi. Non. Alors qu'en Inde, il y en a. Ouais. Et en fait, quand on arrive en Inde et que... on voit toutes ces personnes, enfin surtout dans le milieu on va dire spirituel, là, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de faire tout ça en fait, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient très très heureux avec quasiment rien. 2 vêtements, et puis juste du riz et des lentilles pour manger, enfin vraiment le minimum quoi. Et en fait, la plupart des gens quand ils arrivent en Inde que j'ai connus et qui avaient un rythme comme ça à faire beaucoup, ils arrivent là et ils se disent mais tout ce que je fais c'est meaningless, ça n'a aucun sens, ça sert à rien en fait. Ben, c'est un feeling que j'ai parfois. J'imagine que plusieurs qui nous écoutent doivent l'avoir aussi. Des fois, tu dis, OK, mais ça sert à quoi? Tu sais, pourquoi faire ça? Alors, en fait, déjà, tout a sa place, donc il n'y a pas de problème avec quoi que ce soit. Tout est parfait. Tout est parfait comme c'est. Le truc, c'est que c'est important aussi de ne pas oublier. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui oublient de se poser la question fondamentale, qu'est-ce que je veux vraiment par exemple? Ça c'est une question importante et à chaque fois qu'on pose cette question-là avec Gérald dans Satsang,
Donc Satsang, c'est une sorte de conférence, mais en présence, où il n'y a pas forcément des mots. Un échange en réunion. Un échange, un partage. Et à chaque fois qu'on pose la question aux gens, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Tout le monde répond au niveau de l'être, c'est-à-dire un état d'être, mais jamais au niveau du faire ou de l'avoir. Jamais. Jamais quelqu'un dit je veux plus d'argent sur mon compte. Fondamentalement, c'est pas ce qu'on veut, ou je veux faire telle chose, etc. Si on regarde fondamentalement ce qu'on veut, on veut un état d'être. Et pour on veut ça, être heureux, être en paix, être dans l'amour, l'unité, satisfait, etc. Et ça, en réalité, la fausse croyance, c'est qu'on croit que ça dépend d'une condition, ça. Oui. On pense qu'on a besoin de faire quelque chose pour avoir ça. Ben, souvent, on pensait qu'on a besoin de l'indépendance financière pour pouvoir être dans dans l'être, tu sais, dire je n'ai plus besoin de subvenir à mes besoins physiques, financiers, matériels, pour pouvoir juste être. Mais c'est comme si on mettait la charrue devant les bœufs, finalement, non? Et en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent, on pense comme ça, alors que c'est davantage vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est davantage en déjà trouvant la paix, l'amour, l'harmonie en soi, qu'on va avoir tout matériellement, que l'inverse. Parce que souvent, il y a des gens, ils courent après ça, mais au final, ils y arrivent jamais. Puis en plus, il y a un truc qui est récurrent, c'est que le mental, il veut toujours plus. Il veut toujours plus. Sais. Les sages m'énerve. En Inde, on dit chaque fois qu'un désir est résolu, 10 autres émergent. Ah, mon Dieu. Les sages disent ça. Et c'est vrai. Si on regarde bien, à chaque fois, on veut toujours un petit truc en plus. C'est le fonctionnement du mental. Tout ça, c'est égoïque, tout ça. Ouais. Parce que tant qu'on n'a pas résolu l'unité, donc en fait, tant qu'on se croit séparé, on se sent incomplet. Et donc, en toute logique, comme on se sent incomplet, on veut plus. C'est logique. On se sent séparé, donc on veut plus. Et donc il faut, entre guillemets, parce que chacun fait comme il veut, bien sûr. Mais une fois que ce sentiment de séparation-là est résolu, c'est-à-dire, en fait, une fois qu'on a réalisé qui on est, ou qu'on est éveillé, entre guillemets, ben, ça c'est terminé. Il n'y a plus le besoin d'avoir pour être. On n'a plus besoin d'avoir pour être. On sait que le fait d'être, il y a tout dedans déjà. On a déjà la joie, la paix, l'amour au complet. Toutes les croyances se dissipent. Qu'est-ce qui arrive avec... c'est une question bien plate, mais elle me vient, fait que je vais la poser. Qu'est-ce qui arrive avec notre système économique dans un monde comme celui-là? On ne fonctionne plus du tout de la même manière. On y va plus avec des échanges, ce qu'on appelait du troc à l'époque, de l'entraide. Tu sais, quand on n'a plus... Je pense que le travail est rendu peut-être la valeur prioritaire pour bien des gens. Travailler pour avoir plus de sous, pour avoir plus de biens, pour avoir plus... Puis finalement, à un moment donné, on se dit « Oh, wow, pourquoi on fait tout ça? » Puis on a l'impression qu'on s'épuise. Puis je pense que plus on avance en âge, plus on se pose des vraies questions par rapport à ça. Vous avez eu la chance peut-être de vous les poser très jeune, mais tout le monde n'a pas nécessairement la même... Au bout d'un moment, on travaille plus, quoi. C'est plus un travail. Le fait de se dire travail, ça n'existe plus. Et comme on est dans l'accueil totalement, donc les choses, elles viennent spontanément. Moi, je dis souvent, j'expliquais à un moment donné, j'en disais, mais de quoi tu vis? Alors je dis, je ne vis de rien, je suis la vie. Voilà, en faisant pleinement. Et c'est pareil pour tout le monde. Et les gens me disent, oh là là, moi j'aurais peur d'être dans ta situation quand t'as pas d'entrée d'argent. Des fois, ça peut m'arriver pendant plusieurs mois. Dit, comment tu vas payer ton loyer? Moi, j'aurais peur, je serais angoissé. Et ils me voient, je suis pas du tout angoissé. Donc, ça les interpelle quand même. Ils se posent des questions. Et puis d'un seul coup, par exemple, c'est l'exemple que je donne très souvent, mais je n'avais plus, par exemple, d'argent pour payer ma part de loyer parce que j'ai un coloc et tout ça. Tu vois? Et puis les frais de tous les jours. Et à un moment donné, il y a une amie qui arrive et qui me dit, bon, bah écoute, alors là, c'est un autre cas, mais j'en ai plusieurs comme ça, qui me dit, écoute, j'ai vendu mon appartement et j'ai décidé de t'offrir voilà pour toi tant d'argent, et du coup j'avais assez pour payer mon loyer pendant je sais pas combien de mois. Et je leur expliquais ça aux gens, je dis, si vous n'êtes plus dans l'angoisse, plus dans l'attente, que vous accueillez tout, vous laissez faire en fait la vie, vous laissez faire la conscience pleinement. C'est la vie qui confiance. De toute façon, c'est quelque chose que je répète aussi souvent, c'est
j'ai beau essayer de vouloir contrôler ce qui s'en vient, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Exactement. Mais, tout à fait. J'ai jamais le dernier mot avec Bien la sûr. vie. C'est toujours la vie Ben qui oui. décide. T'sais. Parfois, j'ai l'impression que, enfin, elle m'a écouté, mais c'est parce que c'est moi qui a suivi ce qu'elle voulait que je fasse. Hein. Faut être à l'écoute de la vie et non pas que la vie soit à notre Exactement. écoute. Ouais. De toute façon, tu peux jamais avoir le dernier mot parce que avoir le dernier mot, ça concerne le mental. oui. C'est relatif, c'est conceptuel. J'aime bien. Voilà. Donc, si tant est qu'il y a quelque chose qui est le dernier mot, c'est la conscience. Ouais. Il y a qu'elle. Ouais. Tu racontais dans les vidéos que tu as plusieurs exemples où tu n'as pas eu à demander. Oui. Là, tu viens d'en raconter Exactement. un, mais Oui. tu en avais quelques autres que j'avais trouvé fort intéressants aussi, que les choses arrivent vers Exact. toi. Tout à fait, spontanément. Spontanément, oui. Et ça concernait tout, c'est-à-dire aussi bien les rencontres spécifiques de gens spécifiques qui font tel ou tel métier ou autre, ou par exemple, il m'est arrivé même d'avoir les placards vides, le frigidaire vide, ça arrive même très régulièrement, et des amis vont arriver en me disant bon bah écoute, on faisait des courses pour nous, et puis en ce moment ça va très très bien financièrement, on t'a amené toute une voiture de courses. C'est vrai. Et là, j'ai pas besoin de faire des courses pendant des mois. Enfin, tu vois, tout est comme ça, quoi. Tout le temps. Mais c'est tout le temps comme ça. Et tu dois être dans la gratitude tout le temps. Tout le temps. Ouais. Tout le temps, parce que t'es dans l'accueil. Donc, du coup, bah, tout se fait comme ça doit se faire. Ouais. Voilà. Ouais. Quand on est dans un paquet d'obligations, de travail, de tâches, tu sais, de réparer le broyeur, puis de rentrer les meubles de jardin pour l'automne, puis de payer son loyer, puis ses taxes, puis qu'on essaie d'arriver avec toutes les obligations, puis subvenir aux besoins des enfants, puis on commence par où? Il y a plusieurs façons. Ouais, c'est ça. Déjà, il faut jamais oublier qu'on a toujours le choix. Ouais. Parce que une fois, j'avais 2 élèves en cours de yoga qui étaient l'une à côté de l'autre et je disais ça, qu'on avait toujours le choix. Puis il y en avait une qui me disait « Ouais, mais moi j'ai des enfants, c'est compliqué, comment je peux mettre ça en place et tout ça ?» Et puis l'élève qui était juste à côté, justement, elle a dit « Mais tu sais, moi, quand j'étais dans la même situation que toi, je suis parti avec mes enfants en voilier, on a fait le tour du monde. » Oh mon Dieu! Donc tu vois, faut jamais oublier qu'on a toujours le choix, tout est toujours possible à chaque instant. Et puis après, ultimement, on n'est pas réellement dans le film. C'est-à-dire que c'est pas cette vie-là qui détermine notre état intérieur. C'est pas ce qu'on fait. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas ce qu'on fait qui détermine notre état d'être. Peu importe ce qu'on fait, peu importe qu'on ait des enfants, qu'on soit ermite dans les Himalayas ou qu'on ait une vie comme ci, ça change rien. Le fait de trouver la conscience qu'on est déjà, c'est-à-dire de réaliser ce qu'on est déjà, qui est une conscience qui ne fluctue jamais, qui est toujours équanime, stable, en permanence, Oui. ça fait que du coup, peu importe ce qui se passe dans la vie, ça gêne pas, ça pose Oui. pas de problème, il n'y a aucun problème. On peut faire plein de choses, être très 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 actif, mais intérieurement c'est stable, ça bouge pas. Mais pour arriver à cette stabilité-là, il faut aussi faire abstraction de ce que les autres pensent, disent, jugent. Non, ils c'est pas une disent question de non. faire abstraction. Non, pas nécessairement. Non. La souffrance vient du fait qu'on résiste à l'expérience. Et c'est ça le problème. Ouais. L'ego est construit Ouais. de ces résistances. Oui, ça, on entend ça souvent, hein, que c'est ce qui nous fait... Les bouddhistes disent la souffrance Oui. vient de la résistance. Bien sûr. Ouais. À tout, finalement. Bien sûr, Oui. tout à fait. Ça Ouais. crée des tensions. Oui. Oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Puis mais on est constamment en résistance. L'année dernière, je recevais, ou ce printemps plutôt, je recevais ici Nasrine Reza qui nous faisait voir à quel point on résiste à tout. Oui, Mais en tout cas, ton ego te fait croire que tu es dans la résistance. Oui. Puis physiquement, c'est ce qu'on ressent. Tu sais, tout à l'heure, je m'en venais ici, puis la sortie sur l'autoroute était bloquée, puis évidemment, le mental part. Bon, je vais arriver en retard, mes invités vont déjà être là. Qu'est-ce qui se passe? Es-tu bloqué pour de bon? J'en ai pour combien de temps ici? Tu sais, puis là, ça part. Ouais. Et là, physiquement, ben là, ça serre ici, ça comprime, Oui. les épaules remontent, la rage Ben oui. vient. Puis, Parce que tu t'identifies à ça. Oui, parce Oui. que je m'identifie. Exactement. Ouais. Et alors que tu n'es pas obligé de t'identifier, tu peux faire autre chose. Tu peux aussi ne pas écouter. Tu as la possibilité de le De faire. ne pas écouter mon Marcel qui s'énerve, là. Exactement. Et d'accueillir pleinement la situation telle qu'elle se présente parce que c'est une manifestation de la conscience.
Okay. C'est comme si tu étais testé. C'est toi-même qui te teste. C'est toi-même qui fais ça. Mon Dieu, je suis un vrai bourreau pour moi-même. Tu as dit, Pierre, hier, je l'ai noté un petit peu. Non, c'est pas vrai, je ne l'ai pas noté. Tu as parlé, tu vas me reprendre parce que je sais que tu vas t'en rappeler. Tu as dit dans une de tes conférences, à partir du moment où ma conscience porte le regard sur quelque chose qui est inconscient, cet inconscient-là disparaît et ça devient de la conscience. Oui, alors en fait, c'est quand il y a une part d'ombre en nous, enfin quelque chose qui ne veut pas être accueilli, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est que on va fuir l'expérience. C'est-à-dire quand il y a une tension ou quand il y a quelque chose, on ne veut pas vraiment aller voir ce qui se passe. Mais dès le moment où on porte sa conscience, enfin la conscience, c'est même pas sa conscience, que c'est pas personnel. La conscience, lorsqu'elle se porte sur cette tension-là, à ce moment-là, on va dire métaphoriquement, la lumière de la conscience est capable de dissoudre toute l'ombre. À partir du moment où tu vois cette ignorance, parce qu'en fait, la résistance, c'est une ignorance de qui l'on est. Parce que ce qu'on est, c'est amour inconditionnel, absolu, donc c'est accueil absolu. La preuve, c'est que quand on regarde, tout ce qui apparaît devant nous, devant nos yeux, ça apparaît spontanément et c'est spontanément accueilli. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est un petit temps après où il y a un tri qui se fait. On dit ça j'aime, ça j'aime pas, okay, etc., etc. Et donc, à partir du moment où la conscience se porte sur l'inconscience se dissout peu à peu. C'est pour ça qu'il faut être conscient de tout. C'est pas juste être conscient de quand on est bien en paix, il faut être conscient d'absolument tout ce qui se présente. Et dès qu'il y a la moindre caillou dans ta chaussure, la moindre poussière d'inconfort, ça doit être vu tout de suite et reconnu comme illusoire. C'est pour ça que... Reconnu comme illusoire. Oui, exactement. OK, par exemple, je sais pas, j'ai un conflit avec quelqu'un que j'aime bien. Je cherche c'est parce que je n'ai pas, mais je cherche un exemple. Et puis, je juge cette personne-là en disant, elle ne devrait pas me parler de cette manière-là. Tu sais, on est des amis, ça devrait être plus respectueux. Je suis dans le devrait, dans le conditionnel du mental. Et puis, là, je juge, je lui en veux parce que je me dis, moi, j'ai toujours été correcte. Nous autres, on est toujours parfaits. Les autres ont toujours des défauts. Hein. On se pense tellement tout le temps bon. Et je cherche, par exemple, à résoudre ou à dénouer ce conflit-là. On va le dire plutôt comme ça. On fait quoi? Quand j'ai beau me faire croire que je suis dans l'amour, là, quand je me rends compte que je suis en train de juger l'autre, puis que je dis, mais elle devrait pas me parler comme ça, mais de quel droit elle me parle comme ça? Je suis pas dans l'amour, là. En fait, l'amour, c'est pas quelque chose que humainement on fait, c'est pas un état humain, parce que la personne, en fait, l'amour, c'est réaliser que tu es un avec ce qu'on appelle l'autre. Et même, c'est réaliser qu'il n'y a pas d'autre. Réellement, c'est la même conscience en l'autre qu'en toi. C'est ça l'amour, c'est être un avec tout ce que tu perçois. Tant que tu penses être une personne, c'est-à-dire tant que tu crois être la personne plutôt que la conscience, il y aura forcément un problème. Tout à fait. C'est ça que vous appelez l'identification. C'est quand on se voit nous séparer des autres. C'est ça, parce que tu parles de l'autre en fait. Donc forcément, il y a une séparation. Oui. Donc, c'est là que ma conscience doit mettre l'éclairage sur l'autre, c'est là que la conscience, pas ma conscience, parce qu'elle t'appartient pas, c'est pas personnel. C'est l'inconscient. C'est la conscience. C'est la même conscience. C'est la même. En l'autre qu'en toi. C'est pas la tienne en fait, c'est pas ma conscience, c'est la conscience. La conscience universelle, mettons là. Oui, voilà. En fait, la vie, c'est la même vie qui fait bouger l'autre que la vie qui te fait bouger toi. Elle est pas différente. Hein. Ouais. C'est la même. C'est une fois que ça c'est reconnu qu'il peut plus y avoir de conflit d'aucune sorte. Et c'est aussi là que tu commences à comprendre. Tu peux voir aussi les mécanismes, tous les mécanismes. C'est-à-dire tu vois les mécanismes chez toi, parce que si tu entres en réaction, c'est que ça fait écho à quelque chose, c'est inévitable. Donc tu peux déjà voir ce mécanisme. Donc tu peux déjà remercier parce que l'autre, il fait écho à un truc en toi qui n'a pas été résolu. Oui, c'est un miroir pour moi. C'est un miroir. La vie est un miroir. Hein. C'est ce qui elle nous aide. En fait, la vie est un chemin d'éveil. Hein. De fait, il n'y a même pas besoin de chercher l'éveil. C'est forcément un chemin d'éveil.
puisqu'il n'y a pas d'autre but. La vie, il n'y a pas de but en soi. Ouais. Et puis tout peut te mener à l'éveil, tout peut te révéler à l'éveil. Même laver la vaisselle. Ouais. On donne souvent tout un tas d'exemples, mais je donne souvent cet exemple-là d'un yogi qui cherchait l'éveil, qui habitait dans une vieille masure. Et en fait, il sortait toujours à l'extérieur. L'extérieur, c'était très désertique, sauf devant sa maison, il y avait quelques petits pavés avec un brin d'herbe. Et à force de porter, entre guillemets, son attention sur le brin d'herbe, c'est là qu'il a atteint l'illumination. Donc, je veux dire, tout est possible. À chaque nanoseconde, tout est possible. Ça peut arriver n'importe où en faisant n'importe quoi. Ça se peut que, quand on vous entend, on ait peur de vivre ça. Parce qu'on se dit, OK, mettons que j'atteins l'éveil cet après-midi à 3h15, ma vie va changer. Tu sais, parce que ce qui comptait pour moi, ce qui était important pour moi jusque-là, tu sais, mes biens, mes possessions, mon travail, l'image que j'ai de moi, tout ça n'aura plus d'intérêt pour moi. Pour qui ça n'aura plus d'intérêt? Oh my God! C'est la vraie question. Est-ce que ça peut être un frein, justement? La peur. Oui, cette peur-là. Oui, très souvent, d'ailleurs. C'est quasiment toujours la peur. Exactement. Ouais. Ouais. Tu vois, souvent, moi, je suis coach dans la vie, entre autres, puis, et même pour moi, l'exemple que je vais donner s'applique à moi. Tu sais, je porte en moi mon premier livre que j'ai écrit depuis l'âge de 6 ans, que je veux écrire un livre, parce que c'est ça qui monte tout le temps en moi. Et puis, il y a 2 ans, 3 ans, je me suis dit, mais j'attends d'avoir quel âge pour écrire? Puis, tu sais, je le sais, là, tous les jours, je pensais à ça. Puis, je me disais, mais qu'est-ce que j'attends? Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qui bloque comme ça, alors que c'est quelque chose à laquelle j'aspire profondément? Et puis, je me suis rendu compte que c'était la peur que ça change ma vie. Oui. Et pourtant, dans cette vie-là que je vivais à ce moment-là, je n'étais pas heureuse, je n'étais pas 100% heureuse, je n'étais pas hyper malheureuse, mais tu sais, il y a plein de questions où on se dit, mais à quoi bon tout ça, tu sais, J'ai une immense maison en ce moment, une grosse maison que je suis en train d'essayer de vendre, qui ne se vend pas depuis 2 ans. Puis je me dis, bon, mais si ça se vend pas, c'est parce que j'ai quelque chose à faire encore ici, tu sais, ou j'ai quelque chose à apprendre, ou... Alors, j'accueille. Tu comprends? De toute façon, je ne peux pas rien faire de plus. Mais parce que je veux aller dans plus de simplicité, moins de choses. Ça se fera en temps voulu. Il n'y a pas de, pas de souci. Qu'est-ce qui fait qu'on résiste justement à tout ça? Je me dis, il y a sûrement une résistance en moi qui fait que ça ne se vend pas pour l'instant ou whatever. Est-ce que vous avez une raison pour tout? Une raison pour tout. Oui, mais c'est une raison qui expliquerait, écoute, tu as ça à vivre en ce moment. Moi, c'est ce que je me dis, j'ai ça à vivre en ce moment. J'ai à accueillir ça, à développer la patience, à vraiment prouver que oui, je crois que la vie, c'est mieux que moi, ce dont j'ai besoin. En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un moment précis ça s'emboîte au moment précis, souvent. Et c'est... Je vais donner un exemple très simple, tu vas comprendre. Ouais. Moi, j'étais contrebassiste et j'avais une contrebasse ça coûte cher, une contrebasse. Ouais. Et à un moment donné, comme je te disais, j'avais plus du tout l'élan à faire de la musique. Donc, ce qui fait que j'ai mis ma contrebasse en vente. Et ma contrebasse, pendant des années, elle s'est pas vendue. Mais vraiment hyper longtemps, tu vois. Ouais. Et bon, j'avais même oublié, tu vois, j'avais lâché l'affaire. Et puis, au moment où j'ai eu l'impulsion de tout quitter pour partir vivre en Inde, c'était vraiment fort. Je reçois un coup de téléphone et on me dit elle est vendue la contrebasse. Tu vois, ça fait que j'avais plein d'argent finalement, un peu d'argent pour pouvoir, plein. C'est pas énorme, mais pour l'Inde c'est suffisant pour pouvoir vivre au moins 15 ans. Comme si, tu me corrigeras si mon interprétation n'est pas correcte, comme si la vie, elle attendait que tu prennes la décision de faire ce voyage-là pour te dire, OK, là, tu as compris à quoi doit servir, par exemple, l'argent de j'ai très souvent constaté ça, en fait, dans mon entourage, des gens qui attendaient une grosse somme d'argent, ça se débloquait pas, et c'est au moment où il y a eu l'impulsion profonde pour faire quelque chose, et il y avait besoin d'argent, et là, en général, c'est même de la somme exacte, et là, boum, ça se vend à ce moment-là. Donc, en fait, comme on disait avec Gérald ce matin, tout est parfait comme d'hab. J'adore. C'est bon.
Est-ce que vous êtes allés tous les deux vivre en Inde quelques années? Non, toi, Gérald? Moi, jamais. Non, tout s'est fait ici. Toi, tu n'as pas eu besoin de voyager comme Pierre. Non, tout s'est fait ici, tout est venu à moi. Les gens, les situations, les événements, voilà. Quoi. Okay. As-tu l'impression que qu'est-ce que vous pensez des vies antérieures? Avez-vous l'impression que vous aviez déjà un long chemin de fait dans vos vies antérieures pour être aussi proche J'ai vu un petit spasme dans ta joue. Ça veut dire quoi, ça? Ok. En fait, il y a deux niveaux de réponse, donc je vais quand même répondre aux deux niveaux parce que c'est comme on parle de l'éveil. Au niveau relatif, il y a incarnation et réincarnation, mais ça c'est au niveau relatif, c'est-à-dire que on revient dans le film. C'est comme je disais, la métaphore. On rejoue un autre personnage. On rejoue un autre des personnages au fur et à mesure. C'est comme si la conscience, elle allait au cinéma, elle se remet des films, elle s'amuse de se voir elle-même. Okay. Et puis ça c'est le premier niveau de réponse. Donc effectivement, il y a eu d'autres vies. En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs rêves, tu vois. Il y a le rêve quand tu dors la nuit. Pour les sages de l'Inde, cette vie-là, c'est un autre rêve. Effectivement, c'est un rêve, c'est un long rêve. Oui. Et il y a aussi le rêve des incarnations successives, qui est encore plus long. Oui. C'est un très très long rêve, avec des milliers de vies, etc. Ouais. Mais tout ça, c'est des rêves, c'est pas la réalité absolue. La réalité, c'est qu'on est en dehors des films. La conscience qu'on est vraiment ne s'est jamais incarnée. C'est-à-dire, avant, là, je sais et je le vis que là, je suis pas incarné quand je te parle. Okay. Parce que je suis la conscience, donc je suis partout. Oui. Je suis autant en toi, donc je suis pas dans le corps. Je suis pas incarné puisque je suis partout en même temps. Oui, le corps que tu habites en ce moment, le lien avec la conscience, c'est quoi? C'est le véhicule que tu as loué? C'est un véhicule, c'est un des véhicules, une des manifestations. Est-ce que les vies parallèles, ça s'insère dans... Tout existe au sein de la conscience. Exactement. Il n'y a aucune limite. Ouais. C'est infini. Il n'y a pas de début ni de fin. Qu'est-ce que vous faites comme expérience, vous deux, qui sort de l'ordinaire pour le commun des mortels comme moi? En ce qui me concerne, aucune. Non. Je ne fais pas d'expérience. Et je me sens pas dans une expérience ni dans un état. C'est comme ça. C'est-à-dire que voilà. C'est accueilli d'office, tout est voilà, là maintenant. Donc il n'y a pas de temporalité. Okay. J'ai pas de nostalgie, tu vois, du passé ou des projections d'un hypothétique futur. Ça n'existe pas. Il y a que maintenant. Alors il y a des amis qui me disent oui, mais quand tu prévois les conférences et satsang, des choses comme ça pour les dates dans quelques mois, c'est une projection. Je fais non, parce qu'en fait c'est fait maintenant. Ouais. Donc il n'y a pas de temps. Est-ce que vous vivez... Oui, je vais te laisser répondre, Pierre. J'ai trop de questions. Il n'y a pas d'expérience parce que justement, l'éveil n'est pas une expérience. C'est pas quelque chose... c'est pas un objet perçu. Et quand je dis un objet perçu, c'est-à-dire que c'est ni un ressenti, c'est pas quelque chose de vu, c'est pas une perception dans le sens large du terme. Donc c'est pour ça que Gérald il dit je vis pas d'expérience. C'est que être en dehors du film, ça veut aussi dire qu'on voit le film se dérouler sans être dans le film. Oui. C'est ça la réalisation du soi, c'est voir le film sans être dans le film, et c'est ça qui fait que on est réellement dans la paix, ancré dans la paix. Oui. Parce que c'est pour prendre l'exemple encore une fois du cinéma, si tu es dans un film de guerre, tu le vis pas de la même façon que si t'es dans la salle et que tu sais que t'es posé dans ton canapé et que tu risques rien. C'est ça. Et c'est la même chose quand on réalise le soi, c'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas dans le film et qu'on risque rien. C'est la même chose. Tout à fait. Donc tu n'es pas impacté. Tu vois, tu n'es pas impacté par tout ça, tu n'es pas influencé par tout ça, tu n'es pas modifié par tout ça. Tu restes vraiment équanime, c'est-à-dire ça ne fluctue pas. Et quel soin vous prenez de votre corps dans ce... Alors ça, c'est une bonne question. Merci. Ce qui vient spontanément, ça veut dire qu'il y a des moments où ne pas manger s'impose. C'est comme ça. Pour vrai, on ne mange pas. Je ne mange pas. Tu fais juste écouter ce qui vient. Ouais, ça vient spontanément. Je suis spontanément aussi. Pierre a des choses aussi comme ça. Et puis au contraire, je vais me retrouver dans une période où je vais manger de grandes quantités. Puis des fois des journées entières quand je reçois les gens individuellement ou en groupe à la maison, je pense même pas à manger. C'est spontané, ça veut dire que il y a même pas de pensée là-dessus quoi.
Et voilà comment, enfin en tout cas moi comment je vis. Mais Pierre a des choses aussi. Mais en fait c'est pas mental, donc c'est-à-dire parce que si on regarde, c'est un bon exemple la nourriture, parce qu'il y a énormément de conditionnements liés à la nourriture. Puis il y a tellement de dictats qui nous sont carrément. imposés. Et par exemple, quand on est encore dans le mental, sans s'en rendre compte, on mange souvent par habitude, par programme. On mange parce que c'est l'heure, pas parce qu'on a faim. Ouais. On n'écoute pas vraiment la vie, on pourrait dire. Tu vois. Et par exemple, les animaux qui sont en harmonie avec la vie, ils mangent vraiment spontanément, ou ils ne mangent pas aussi spontanément. Tout à fait. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ça s'écoule, il y a un élan spontané. Avant de venir au Québec, par exemple, j'ai eu une période liquidienne, c'est-à-dire être co-liquide, mais je l'ai pas réfléchi. C'est un matin, je me suis levé. Tu prends que du liquide, c'est ça que tu dis? Je me suis levé, je suis allé au supermarché, j'ai pris plein de jus, et j'ai bu des jus, et en fait c'était ce que le cœur me disait, c'est-à-dire que j'avais de la joie à suivre cet élan. Exactement. Et c'est juste suivre l'élan du cœur en fait. Tout devient très simple après. Il n'y a plus de choix mental, il n'y a plus de choix, parce qu'il n'y a que l'élan du cœur. Tu vois, comme les animaux, ils choisissent pas, ils suivent l'élan du cœur, c'est spontané. Puis quand quelqu'un vous critique, vous prenez ça comment? Quand quelqu'un vous dit, voyons, ça n'a pas de bon sens que tu prennes que du liquide, tu n'as pas de protéines, tu vas être fatigué, tu as un gros voyage qui t'attend, tu as plein de conférences. Vous réagissez comment à toutes ces mises en garde? Oui. Déjà, ça peut pas être une réaction, parce qu'une réaction, c'est forcément mental. Ça veut dire que ça ferait écho à une problématique du personnage, mais de l'histoire du bonhomme du film. Mais justement, comme on sait qu'on n'est pas le personnage du film, c'est là où c'est un peu difficile souvent à comprendre, c'est que la conscience n'est pas juste le personnage du film. C'est-à-dire, je me sens pas être Pierre. Pierre, c'est une perception, encore une fois. Le corps est une perception. Donc, je le vois comme un objet. C'est-à-dire que si on insulte Pierre, ça me touche pas, parce que moi, je ne suis pas Pierre. Je sais pas si c'est clair là ce que je dis. Moi, je suis la conscience. Si ton corps est malade, par exemple, je sais pas si tu te casses un bras ou tu as une indigestion, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis pas grand-chose. Je regarde comment c'est tout. Déjà, c'est pleinement accueilli. Pleinement accueilli. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Mais est-ce que tu te soignes? Excuse-moi, en fait, j'en sais rien, parce que tu vois, je peux même pas répondre à la question, parce que ça va se présenter au moment même. Souvent, on me dit, mais qu'est-ce que tu ferais si. Je peux pas dire, parce que ce serait mental. Ça s'impose de soi-même, c'est-à-dire que je ne sais rien. Et souvent, on pense que l'éveil, ça a à voir avec avoir du savoir, parce qu'on s'imagine le grand sage sur sa montagne, qui est très intelligent, qui sait beaucoup de choses, très érudit. Mais l'éveil n'est pas un savoir. Au contraire, c'est quand on ne sait jamais rien, mais quand tout s'impose de soi-même. Je ne sais jamais rien, je sais jamais ce que je dis, jamais ce que je vais dire. C'est spontané tout le temps. Et Gérald, c'est pareil. Parce que tout est disponible, quoi. C'est pour ça qu'on nous dit souvent, mais vous marquez rien sur les papiers avant de démarrer des émissions ou autre chose. Ben non, il n'y a pas besoin, en fait. Tout est spontané. Vous n'êtes pas dans l'enseignement, vous êtes dans Non, surtout pas. Non, surtout pas. Je dirais le don de soi. En fait, c'est plus un partage. Et avant que je vienne ici, on m'a justement dit merci pour vos enseignements et merci de transmettre les enseignements au Québec, tout ça. Et moi, la réponse spontanément qui est venue, c'est j'enseigne rien, parce que être est trop simple pour ça. Tout à fait. L'éveil, c'est être. Et c'est trop simple. Et c'est pour ça que tout le monde passe à côté, c'est que c'est trop simple. Souvent, les gens disent ah oui, là, il y en avait un qui m'avait rajouté. Demandé en tant qu'ami sur Facebook, parmi toutes les personnes. Il me dit waouh, il fait un éveillé dans mes contacts, c'est génial tout ça. Mais je dis mais tout le monde est éveillé. Donc il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de niveau, ça n'existe pas. Ça c'est une croyance. Tout le monde est éveillé. Exactement, tout le monde est parfait, tout le monde est la conscience. Déjà. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Oui. OK, je ne sais pas comment poser la prochaine question. Si tout le monde est éveillé, pourquoi je ne sais pas que je suis éveillé? Pourquoi on est tellement des milliers à chercher à vivre libre, tu sais, puis à se débarrasser de ce qui nous pèse, puis qui complique la vie pour rien, finalement? C'est parce que, en fait, par toutes sortes de conditionnements et de croyances, et tu as appris des choses qui ne sont pas justes, et on y croit tellement fort qu'on se coupe de tout.
la conscience est tellement absolue qu'elle est capable de même croire qu'elle peut s'oublier elle-même. Enfin, elle peut s'oublier elle-même. En fait, c'est tellement énorme qu'elle peut tout faire. Elle peut absolument tout faire. Elle a aucune limite dans ses expériences. Tout à fait. Donc tu peux même croire que toi, la conscience absolue, t'es un petit bonhomme ou une petite bonne femme sur une planète et que t'es juste ça et que t'es coupé des autres. J'aime l'ironie. C'est carrément ça. OK, mais alors, si je veux recouvrir la mémoire de la conscience, puis dire... Vois les fausses croyances. Exactement. C'est juste voir... C'est ce qu'on fait en satsang tout le temps, c'est-à-dire que déjà quand les gens y parlent, souvent ils ont des fausses croyances. Par exemple, comment je fais pour me connecter à la vie? Oui, ça n'a aucun sens. Ça, c'est une croyance. Tu es la vie. Qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Qu'est-ce qui fait pousser les cheveux sur ta tête? Ou comment je fais pour être maintenant? Essaye de sortir de maintenant, puis après on verra bien. Tu vois, tout ça, c'est des croyances. Tu ne peux pas être autrement que la vie maintenant, tout de suite. De toute façon, tu ne peux pas ne pas être, puisque c'est ta nature, être. Tu peux pas. Oui. Mais quand vous faites des satsangs, tu avais donné l'explication de ce magnifique mot qui a lié, ce qui est vrai et ce qui se rassemble, c'est ça? C'est ça. Sat, c'est la vérité, ce qui est réel, ce qui est vrai. Oui. Et Sangha, c'est s'assembler, se rassembler autour de ça. Pour une fois, on prend un temps dans sa vie pour se poser les vraies questions, ou pas d'ailleurs, mais juste pour s'amener à voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel. Et pour les sages, c'est ce que je dis tout le temps en satsang, c'est ce qui est vrai et réel, c'est ce qui ne fluctue pas, ce qui ne bouge jamais, ce qui est toujours vrai. Parce que si c'était pas toujours vrai, ça veut dire que c'est une vérité un peu bancale. Donc c'est un mensonge alors. Et en Inde, on dit il n'y a qu'une vérité et une seule, il n'y en a pas deux. Tu vois, c'est une discussion que j'avais avec mon fils récemment qui se pose de magnifiques questions qui m'enseigne beaucoup là, à travers ses réflexions. Puis je lui disais, mais tu sais, tu as ta vérité, j'ai la mienne, parce qu'on a des croyances parfois différentes, évidemment. Mais dans le fond, c'est pas sa vérité, c'est pas la mienne. Il y a une vérité. J'aurais dû dire c'est tes croyances puis c'est les miennes. Ça aurait été plus juste. Oui. Sur le plan relatif, on peut dire qu'il y a plusieurs vérités sur le plan relatif qui correspondent en fait à ce que tu crois comme étant vrai. Oui. Et donc c'est justement ça le souci, c'est c'est ça qui crée un ego, c'est que ce que tu crois comme étant vrai, c'est pas forcément ce que le voisin croit comme étant vrai. Et ça définit un territoire d'idées et de croyances. Donc il y a des croyances il y a des croyances qui se mélangent pas forcément avec les autres. Tu vois, les croyances sont délimitées, elles ont un contour. Par exemple, je crois que je suis québécois, c'est une croyance. Et donc ça crée des frontières avec l'idée que, par exemple, il y a effectivement des frontières et qu'il y a des humains qui sont différents de moi de l'autre côté, etc. Ouais. Et c'est ça qui crée les conflits. Mais si tu prends un chat québécois et un chat américain, ils vont pas se poser la question. Mais comprendront pas, par exemple, si j'appelle un chat américain en français, il n'est pas sûr qu'il va comprendre. Mais comment on fait à ce moment-là quand on a une discussion avec d'autres personnes pour dire ça, c'est la vérité? On le dit pas, on la ressent. On le dit pas parce que en fait, il y a que la présence d'être que nous sommes consciemment. Et s'il y a quelque chose qui doit se faire, ça se fait en fait. Donc voilà. Et en fait, c'est simplement cette présence-là en fait qui manifeste les choses. Uniquement. Donc souvent, il n'y a rien à dire, quoi. Oui. On se retrouve dans des discussions, des fois, même des discussions dites, entre guillemets, spirituelles. Et des fois, je ne parle pas du tout pendant 3 heures, quoi. Pour vrai? Et à la fin, c'est très drôle parce que les gens viennent nous voir et nous disent « Ah, c'était super, j'ai tout compris et tout. » J'ai pas parlé, j'ai pas verbalisé, j'ai rien dit. Et c'est très drôle, je trouve ça vraiment très très drôle. Il y a que à être présent. Dans ces rencontres. Et souvent les gens me disent mais alors mais à vous écouter c'est si simple que ça. Je dis mais c'est pas à nous écouter, c'est que c'est vraiment très simple. Alors si je me dis maintenant que je suis réalisé. Je dis oui si vous le dites consciemment, si vous accueillez pleinement qui vous êtes et que vous n'écoutez pas votre ego et votre mental ce qu'ils vont vous dire, vous êtes automatiquement vous êtes. C'est pas possible autrement. Si je veux que mon ego, si je veux me mettre de côté, je fais quoi pour me le mettre de côté, mon ego? Tu l'accueilles? Oui, exactement. Oui, tu l'accueilles pas de façon à ce que ça crée plus de dualité. Parce que lui, il est totalement dans la dualité, dans l'identification, dans les paires d'opposés,
dans les non-dits, dans les quiproquos. Il revêt des masques, des costumes. C'est son rôle. Mais c'est pour mieux que tu reviennes à qui tu es. Hein. Donc il sert à ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre comme un ennemi. Le mental, c'est pareil. Il ne faut pas les prendre comme des ennemis. C'est pour ça qu'il faut les accueillir. Dans vos rencontres, j'ai 3 questions en même temps. Dans vos rencontres, vous devez avoir toujours les mêmes questions qui reviennent. Oui. Vous êtes On en parlait il n'y a pas longtemps. Oui, vous n'êtes pas tanné, comme on dit ici au Québec. Vous en avez pas marre de toujours répondre à ces questions. En fait, c'est toujours les mêmes questions, les mêmes problématiques qui viennent sous différentes formes. Elles sont formulées différemment, mais c'est toujours les mêmes choses. Donc c'est normal que ça vienne comme ça, que ça se manifeste comme ça, d'un individu à l'autre. C'est normal. La problématique de l'humain est toujours la même et elle est très très simple en fait. En réalité, c'est toujours un émotionnel du passé qui n'a pas été accueilli, résolu, toujours ça, ou alors des doutes concernant le futur. Exactement. Mais c'est toujours ça. Donc c'est simple, ça tourne en boucle. Et une fois que tu as vu la mécanique, bon après on va pas dire la même chose. La réponse va pas être la même. La question est toujours la même, mais la réponse par contre est jamais la même. C'est ça qui est. Et nous-mêmes on est. Enfin, moi je suis comme un peu émerveillé de ça parce que des fois il y a des choses, enfin même tout le temps ça sort et je sais jamais ce qui va sortir et ce qui sort est adapté à la personne quoi. Et aux personnes qui sont là. Oui, tout à fait. On dit tout le temps quand l'élève est prêt, le maître se présente. Hein. C'est un peu, je sais que vous n'êtes pas des maîtres, vous ne voulez pas être considérés comme des maîtres, mais on va entendre une parole dite d'une certaine manière, alors que ça fait 30 ans qu'on l'entend puis qu'on ne la comprend pas, puis il s'agit que quelqu'un la dise autrement ou à ce moment-là pour qu'elle fasse son chemin là, jusqu'à nous. C'est quoi la question qui vous est posée le plus souvent, les 2-3 premières questions de vos rencontres? Comment on fait pour réaliser le soi? Ça, c'est la question, elle revient vraiment. Et à laquelle vous répondez? Ça dépend de la personne. Alors en fait, ça dépend. Il peut y avoir plein de réponses, mais vraiment, une infinité de réponses. Quoi. Une infinité. C'est dans le maintenant que ça se passe. Hein. Oui. C'est dans maintenant. Donc du coup, on peut pas te dire là. Tu vois. D'une manière très simple, ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, après, chacun va trouver sa réponse du plus profond de lui-même, qui va verbaliser différemment, mais c'est toujours la même. En fait, c'est toujours la même réponse, même si le mot est différent, c'est la même réponse, tu vois. C'est comme tu fais goûter une glace à 10 personnes et tu te dis aux gens de mettre des qualificatifs sur le goût, ça va être différent, mais c'est le même goût en fait. Et après, après, les gens peuvent se poser la question, mais qu'est-ce qui t'empêche là maintenant d'être comme ça en fait, tu vois? Et en fait, là, c'est là qu'on va commencer à dénouer. Ouais, tout à fait. C'est toujours des fausses croyances, des peurs et des choses, justement, comme je disais, non résolues par rapport au passé, des émotionnels ou alors des doutes. Voilà, ça c'est la voie du détricotage, comme je dis dans un satsang en Belgique. Mais aujourd'hui, la conscience se révèle avec une telle intensité que des fois elle pousse au-delà de tout ça, elle transperce tout, donc ça fait des éveils spontanés, et il y en a de plus en plus. Donc il n'y a même pas besoin de faire un détricotage, c'est comme disent dans une autre vidéo, en fait, les gens ils sortent directement du tricot, quoi. Ils sont plus dedans. Donc c'est ça en fait. Est-ce que c'est vrai qu'on a une mission à remplir sur cette terre? Dans le relatif. Dans le relatif, on pourrait dire ça. Oui. En fait, c'est pas une mission. C'est pas une mission du point de vue humain. Voilà, c'est que la conscience joue, comme on disait tout à l'heure, à s'expérimenter. Exactement. Donc elle va faire plein de types d'expériences différents, avec plein de formes différentes. Mais à savoir que pour elle, il n'y a pas plus d'importance dans telle expérimentation que dans une autre. Voilà. Par exemple, l'autre jour, j'étais en voiture et il y a la présence, cette conscience qui des fois, j'entends en fait une voix à l'intérieur et qui m'a montré un écureuil qui ramassait des noix et qui m'a fait dire, tu vois, c'est le même élan qui pousse l'écureuil à ramasser ses noix avant l'hiver que l'élan qui te pousse à faire les satsangs. Et il n'y a pas plus d'importance. Ouais, souvent, humainement parlant, on pense que les éveillés ont plus d'importance, etc. Ouais. Mais pour la conscience absolue, il y a le même amour et il y a la même importance pour tout le monde. C'est la même chose. Ouais. Il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas d'échelle de valeur. Comme si les boueurs étaient égales à un ingénieur, par exemple, parce que tous les deux ont leur utilité, tous les deux font l'expérience de quelque chose d'important pour eux. C'est pour ça que je dis souvent aux gens que je reçois que quand les gens passent par exemple par l'approche de Dieu pour eux, je leur dis, je suis Dieu, tu es Dieu, Dieu n'a rien à apprendre à Dieu.
Et du coup, ça fait tilt. Tu m'étonnes. Et c'est très drôle, quoi. Donc, ça fait combien de temps que vous vous êtes pas fâché? Alors, ça dépend ce qu'on appelle fâché. Alors, ça dépend ce qu'on appelle fâché, parce que comme je le dis des fois dans les satsangs ou autres, il m'arrive de taper le poing sur la table parce que je sais que je dois le faire, par exemple pour dénouer une situation, changer quelque chose, modifier, ou simplement le faire. Mais à l'intérieur, je suis toujours en joie, dans une joie inébranlable, toujours dans cette équanimité, ça ne change pas, ça ne fluctue pas. Mais ça peut m'arriver de taper le poing sur la table. Bon, ce qu'on pourrait dire taper le poing sur la table, voilà. Oui. Je suis pas vraiment fâché. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvés tous les deux puis que vous ayez enclenché ce pèlerinage-là ensemble? C'est le même élan qui pousse l'écureuil à chercher ses noix. C'est ça. Pour faire des réserves. Voilà, c'est ça. C'est arrivé comment, votre rencontre? C'était la crémaillère, vous dites crémaillère au Québec? Oui. D'un ami qui ouvrait son cabinet d'ostéopathie. Et donc, il y avait Gérald qui était là. Et cet ami, assis dans un coin, Gérald. Je m'en souviens. Ouais. C'était pas très longtemps après la réalisation pour toi. Enfin, tu avais arrêté ta sadhana à ce moment-là. Et donc, la sadhana? La sadhana, ça veut dire la discipline spirituelle. Oui, ça a plusieurs significations. Donc, discipline spirituelle, accomplissement, réalisation, etc. Okay. Ouais. Et puis moi j'étais en pleine justement sadhana et donc quand j'ai vu Gérald tout de suite ça a fait comme un aimant si tu veux, je suis resté à côté de lui pendant toute la soirée et puis voilà. Est-ce que vous parliez? Pas trop, enfin un tout petit peu au début, mais ce qui me fascinait c'était que déjà justement je constatais cet élan chez lui que je vois se manifester maintenant dans le corps de Pierre, c'est qu'il y avait plein de gens qui venaient le voir pendant la crémaillère, et plein de gens venaient lui parler, des fois même de leurs problèmes, et là entre guillemets le niveau de réponse, c'est-à-dire la réponse était exactement parfaite par rapport à la question en fonction du niveau entre guillemets de compréhension de la personne. C'était toujours adapté, mais ça passait de tu vois, des questions extrêmement spirituelles à des questions très très matérielles, entre guillemets, parce que tout ça c'est en fait en réalité. Mais du coup je trouvais ça vraiment fascinant à regarder. Et en fait c'est parce que il n'y a pas de mental effectivement, c'est l'élan du cœur qui fait que ça répond spontanément. Pour que vous vous mettiez à faire des satsangs ensemble, puis à faire des tournées de conférences comme ici au Québec, là, jusqu'au 10 novembre, je pense que vous êtes ici. Qu'est-ce qui a amené ça, cette réunion-là? Tu sais, c'est beau là, d'avoir l'impression de reconnaître en l'autre quelque chose qu'on vit ou qu'on porte. Mais de là à dire, OK, on va aller au Québec, on va aller un peu partout, voir ce que c'est. Comment ça vient, ça? En fait, on ne se l'est pas dit. Donc, c'est ça. Le savez-vous, vous êtes ici là, aujourd'hui? Je me souviens simplement à Pierre lui avoir dit 1 mois et demi avant, il va y avoir bientôt le Québec. Ah, pour vrai? Et ça a beaucoup fait rire Pierre, qui m'a dit, ça y est, le Québec, c'est fait. Et puis Gérald est un peu au courant pour la suite. les intuitions viennent à Gérald d'abord. C'est spontané comme ça, c'est-à-dire que je pense à rien, j'ai rien dans la tête et spontanément il y a un truc qui vient comme ça. C'est assez drôle. Enfin, moi je trouve ça très drôle, ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Tu trouves encore ça drôle? Ah oui, je trouve ça drôle, très drôle. Vous êtes au Québec pour une tournée de satsang. Vous en faites plusieurs à Québec. Là, oui. Il nous reste encore beaucoup de temps, mais je voulais quand même le mentionner parce que je voulais rappeler que Pierre Léry-Guillemets et Gérald Ben Merzoug sont... Là, vous êtes à Québec et Lévis au cours des prochains jours. Vous êtes arrivé au Québec le 19 et ici dans la région hier soir. Donc, demain, le 25 octobre, vous faites un satsang qui s'appelle « S'éveiller à la joie d'être » et qui portera aussi sur vos témoignages sur l'éveil. De 7h à 9h30 demain soir à Saint-Nicolas. Vous en faites un autre le jeudi, cette semaine 26, à la même heure. Vendredi, c'est un cours de yoga et méditation que vous faites tous les deux.
Et ça sera au studio Osmose sur Taniata, ici à Lévis. Le 27, vous refaites un autre satsang, donc vendredi, toujours au studio Osmose sur Taniata. Et samedi et dimanche aussi, vous êtes à l'hôtel classique pour d'autres satsangs. Vous êtes en demande beaucoup. Ça se passe toujours de la même manière. Là, vous réunissez quelques personnes ensemble ou beaucoup de personnes, je ne sais pas. Ça dépend. Des fois, il y a peu de personnes et des fois, il y en a beaucoup. C'est vrai? Et il y a effectivement beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de dates, beaucoup de choses qui se mettent en place, même pour l'année 2018 et probablement là en préparation, même pour l'année qui suit et tout ça. Beaucoup de demandes, énormément. De plus en plus, là par exemple, en Belgique, c'est régulier. Dans des villes de France aussi. C'est en préparation pour l'Espagne. C'est vrai. On nous a parlé aussi à droite à gauche. En Espagne, ouais. On nous a parlé à droite à gauche peut-être de l'Angleterre. On m'a parlé de l'Angleterre, on m'a supposé l'Italie, le Portugal, le Luxembourg. Enfin bon, c'est plein de choses, quoi. Et vous vous amusez à travers ça? Oui. Je veux dire, vous avez du bonheur à faire ça. Toujours. À être ça. Toujours dans le bonheur et la joie, oui. Est-ce que votre vocabulaire a changé, j'imagine? Vous êtes... vos verbes et vos mots doivent être choisis avec soin parce que vous n'êtes plus dans le faire? Oui. Ça vient spontanément. Ça vient spontanément. Comme ça, spontanément, Et des fois, parce que c'est vrai que maintenant, quand on parle de l'éveil, d'illumination, la réalisation du soi, tout ça, il y a beaucoup aussi de mots préprogrammés qui sont employés, parce qu'il y a aussi quelque part, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais un effet de mode dedans. Voilà. Donc il y a souvent les mêmes mots, les mêmes termes, les mêmes phrases qui sont employées. Et du coup, ça peut nous arriver à nous aussi d'employer les mêmes termes, mais pas tout le temps, pas toujours. Des fois, ça va être très très simple. Quand des gens des fois me demandent comment on fait pour réaliser le soi, et des fois je réponds rien. Et il se passe quelque chose qu'on n'a pas calculé à l'avance. Et des fois, je vais dire soit, et des fois, je vais dire autre chose. Et je sais pas pourquoi, quoi. Des choses, elles viennent et elles se manifestent comme ça. C'est pareil pour Pierre. Est-ce que ça vous est arrivé d'assister pendant vos satsangs à quelqu'un qui connaît l'illumination à ce moment-là? De quoi, pardon? Est-ce que ça vous est arrivé pendant vos rencontres spirituelles que quelqu'un, justement, avec vos réponses, connaisse l'éveil fasse l'expérience de la présence, oui, tout à fait. C'est vrai? Mais plus d'une fois, mais tout le temps, ça arrive. Ça arrive régulièrement, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est assez drôle. Et on parle souvent d'un cas, mais on pourrait en parler d'autres, mais de cas d'un jeune qui venait des Vosges. Et on s'est pas concerté avec Pierre, en fait. Il est venu, Pierre lui a dit certaines choses du genre, ça y est, c'est fait, c'est la présence, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu fais là? Et une fois qu'il avait fini de parler avec Pierre, moi je parlais avec des gens, il est venu me voir, je lui parle et je lui dis pourquoi t'es venu? Et il me regarde, il dit à tout rouge et tout ça, et je lui dis t'avais besoin d'une confirmation, d'une validation? Il n'y avait pas besoin, c'est la présence, quoi, il n'y a rien à dire. Et à un moment donné, il me dit je vais faire des satsangs dans les Vosges, et j'ai compris qu'en fait, quand il disait ça, il invitait Pierre, mais j'ai transposé les choses en pensant que c'était lui, comme quoi c'était lui qui faisait les satsangs, tu vois. Et j'ai fait, tu vas faire des satsangs dans les Vosges? Je vais venir, c'est merveilleux. Et il m'a regardé, il m'a dit, c'est pour inviter Pierre et toi? Ah, mais t'en aurais fait, je serais venu, hein. On a bien rigolé. Qu'est-ce qui faisait que vous voyez chez cette personne-là qu'il s'était réalisé? C'est toujours la conscience qui voit. Oui, c'est la conscience qui voit. Je prévois pas. Souvent, on pense que je fais de la clairvoyance et que je scanne les gens, que je regarde à l'intérieur d'eux et tout ça, mais c'est pas du tout comme ça. Ça émerge quand ça doit aider la personne, quand ça peut servir la personne, ça émerge et puis c'est spontané, ça se fait. Ça se fait vraiment tout seul. Il y a des conditionnements qui sont vus, et même quand souvent ce qui se passe, c'est qu'on discute quand les gens viennent à la maison, et en discutant, en plus ce qui est marrant, c'est que le corps parle. Comme le corps, il est pas
comment dire, il n'est pas sous contrôle tout le temps. Il n'est pas sous contrôle, voilà, c'est ça. Le corps, c'est la vie qui le met en route. C'est pas le mental qui fait que les 100 000 milliards de cellules fonctionnent en harmonie. C'est qu'il y a une vie intelligente qui fait ça. C'est la conscience. Donc quand la personne parle, par exemple, et qu'elle me dit tout va très bien à ce niveau-là, et puis là le corps il commence à trembler, à faire des trucs, je vois tout à fait que non, c'est pas le cas. T'es sûr? Ouais, c'est ça. Donc il y a plein de choses puis il y a ça, puis il y a d'autres choses aussi plus profondes qu'on pourrait pas décrire, mais de cœur à cœur on peut voir si la personne il y a des voiles encore qui qui sont là et qui l'empêchent de voir. En nous ça connaît ça sait ça en fait. Ça le sait, ce qu'il y a à faire, à dire et tout ça. C'est vrai? Ouais, c'est pour ça que je dis c'est spontané et que ça passe pas par un scénario préétabli. Ouais. C'est pas des réponses toutes faites, là. Voilà, c'est comme ça. C'est pas. Puis souvent la présence touche à la présence, c'est-à-dire que c'est ça normalement le satsang, c'est qu'en présence ça se fait, et ça c'est expliqué en physique quantique, c'est-à-dire que il y a une information quantique qui circule quand quelqu'un a réalisé quelque chose, enfin quelqu'un entre guillemets, parce que du coup quand on n'est plus quelqu'un, quand on a réalisé soi, t'as l'information. Ouais. Tu ressens la paix, l'amour, tout ça, ou d'autres choses, même tu sais, ça capte et ça circule autrement que par les mots. Ça m'arrive parfois en coaching, justement, quelqu'un que je connais pas qui est devant moi, puis il y a une question qui vient, puis je la laisse sortir parce que je sais que je suis guidée, je dirais, à ce moment-là. Tout à fait. Puis c'est toujours la question qui fait que la fissure grandit pour dire je viens de comprendre quelque chose que je traîne depuis peut-être 20 ans, 30 ans. Et puis la prise de conscience est forte à ce moment-là. Bien sûr. Donc, mais on a tellement de blessures qu'on porte, tu sais, en tout cas. On n'est pas obligé de les porter. Non. Tout à fait. Il n'y a pas d'obligation à rien. On n'a pas. Ça, c'est le bout où j'ai de la misère à comprendre, puis Marcel va te coucher, là, mais on n'a pas à régler nos blessures dans ce que vous dites. Non, tout à fait. Non, comment on fait pour les laisser aller? Comment on dit OK, merci beaucoup, bye bye, j'ai fini avec toi? La voie la plus rapide, c'est justement de réaliser qu'on n'est pas une personne qui vit une histoire dans un temps linéaire avec quelque chose qui a à accomplir, un but, un devenir, etc. Puisque le vrai vécu, c'est maintenant. Et que donc il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, parce qu'il n'y a que maintenant réellement. Et donc s'il n'y a que maintenant, il n'y a pas du tout l'histoire de moi à la personne. L'histoire de moi à la personne, c'est juste un souvenir. Et donc ce souvenir. C'est le début du film finalement. Ouais, c'est le début du film. Et tout ça, ce n'est pas la réalité absolue, puisque le vécu, la vie, c'est maintenant. Donc comme je disais, je sais plus quand ça te sent, le maintenant guérit tout. Le présent guérit tout. Puisque dans le présent, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de regret passé, il n'y a pas de doute envers le futur. Donc si tu es ancré là, il peut rien se passer. Une fois, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message privé qui me dit j'ai plein de problèmes, un monticule de problèmes. Et puis donc on se voit comme ça et je lui dis ok d'accord, mais et là reviens maintenant, est-ce qu'il y a un problème? Et la personne elle cherche un peu, puis après elle dit ah bah non, puis elle éclate de rire parce qu'elle se rend compte que non, il n'y a aucun problème. Là tout de suite il n'y a pas de problème. C'est vrai que souvent on fait le test avec les gens, alors, les gens qui disent j'ai tel souci, tel problème à régler, même spirituellement, et on leur dit et maintenant tu as un problème, alors la personne elle hésite sur le coup, elle fait bah oui, enfin les problèmes que je viens de... non mais maintenant là tout de suite, sans y penser. Bah non, j'en ai pas. Ouais. Mais je pense avoir déjà raconté cette histoire-là, mais le livre d'Eckhart Tolle, ou Eckhart Tolle, comme vous dites, Le pouvoir du moment présent, moi, c'est un livre qui a changé ma vie. J'étais en peine d'amour, et puis j'avais déjà commencé ce livre-là avant, mais bon, quand Eckhart raconte son histoire au début, tu sais, j'avais quand même un peu perdu intérêt, puis... je pars en voyage dans le sud avec mes enfants et l'amoureux que j'avais aurait dû être avec nous, mais il n'y était pas parce que quelques jours avant, il a décidé que c'était terminé. Et là, je pars en voyage, tu sais comment on est, on pleure sa vie. Et puis, je traîne mon livre et mon plus jeune est au camp de jour là-bas. Mon plus vieux dort encore. Je m'installe sur une chaise longue devant la mer. Je me prends un pina colada, pas d'alcool. Et je prends mon livre. J'étais à la page 71 et j'étais rendue. Puis ça dit, regardez autour de vous.
Fait que là, je lève les yeux, tu sais, puis j'ai juste envie de pleurer, puis je regarde partout. Puis qu'est-ce que vous voyez? Puis là, je me dis, oui, wow, la mer, le sable, le palmier, le petit drink, la chaleur, le soleil. Puis là, ça dit, qu'est-ce qui vous manque pour être heureux? C'est ça. Rien. Tu sais, en fait, sur le coup, ma réponse était, si mon amoureux était à côté. Puis après ça, il continue dans ses questions. Est-ce que vraiment ce que vous venez de dire, ou je ne sais plus comment il formule, là, ça vous rendrait vraiment plus heureux? Puis j'étais obligée de dire que non. Et ça a été pour moi un moment marquant parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, dans le moment présent, tout à fait. Il me manque rien. Je suis bien. Je suis dans... Je suis dans l'abondance, c'était parfait pour moi. Et tout est merveilleux, c'est vrai. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et tu vois là, c'est très clair. Le système de croyance erroné, c'était mon mari ou mon compagnon, je sais plus, t'as dit aurait dû. Ouais. Dans la réalisation, il n'y a plus de aurait dû, ça n'existe pas les aurait dû. Aurait dû, c'est pour le mental. Tout à fait. Donc c'est ça en fait, c'est toutes ces croyances qui doivent être déprogrammées. C'est s'abandonner au je ne sais pas, tu vois. C'est ça. Je ne sais pas. Ça se passera comme ça se passera. Tu vois. J'aime beaucoup cette réponse-là, je ne sais pas. Ouais, c'est très libérateur. D'autres disent fais de moi ce qu'il te plaira, tu vois, et du coup c'est la pleine confiance, c'est l'accueil total. Mais tu sais, je me dis ça souvent, moi le matin, fais de moi, un peu comme Saint François d'Assise disait, fais de moi l'instrument de ton amour aujourd'hui. Je sais pas ce qui va arriver, mais voilà. Guide-moi vers... Souvent, je vais demander vers les gens que je peux aider, mais en même temps, c'est un peu prétentieux de dire ça, parce que souvent, les gens que je pense aider, c'est eux autres qui m'aident. Oui, mais c'est fascinant, ça. C'est un tout, exactement. C'est là qu'on... D'abord, j'aime beaucoup les leçons d'humilité, moi, dans ma vie. Et puis, quand quelqu'un que je pense aider m'arrive avec un cadeau du genre la réponse à un questionnement que j'ai depuis longtemps, là, je fais « Oh my God! » Mais pour qui je me prends? Puis c'est vrai, hein, souvent, puis je pense que ça, les gens s'en rendent pas toujours compte. Parfois, on a des cadeaux pour les autres, puis on le sait même pas. On le sait même pas au moment où on le fait. Puis alors, l'inverse est aussi vrai pour nous. Vous appelez ça, vos rencontres un peu... vous avez utilisé à quelques reprises le mot spirituel. Oui. Pourquoi vous appelez ça spirituel? Mais en fait, c'est un mot. C'est avec un mot. Maintenant, ça ne veut plus dire grand-chose pour moi. Il n'y a pas d'autres qualificatifs. Ouais, je ne peux pas le dire autrement. C'est pour ça qu'on le dit. On joue aussi avec... On joue avec tout ça comme on joue avec le mot éveil. Oui. Parce que ça veut rien dire en fait. Oui. Parce que les gens sont déjà tous parfaits et réalisés. Donc ça signifie plus rien, quoi. Mais on joue avec. Je vais faire du pouce là-dessus. Je sais pas comment vous dites en France. Je vais surfer sur ce que vous venez de dire. Faire du pouce ici, c'est faire d'autostop. Alors, trop long à expliquer. Alors, désolé. Vous avez dit au début, puis Gérald, tu viens de le redire un peu, on est déjà éveillé. Oui. Mais on le sait pas. Non. Il semblerait que nous ayons la conscience de ne pas savoir. Enfin, la croyance qu'on c'est une croyance. Hein. Okay. Comment ça, on dénoue ça? Quand vous me dites que je suis déjà éveillée, je me dis « Yes! » Mais finalement, ça ne change rien là, pour l'instant. Là. C'est quoi qui me manque? Qu'est-ce que j'en trouve? C'est quoi la distance entre « OK, je veux réaliser ça. » Vous devez tellement vous la faire poser souvent, cette question. Il y a encore des croyances que il y a quelque chose à faire pour être. Il y a quelque chose à faire en plus pour être pleinement heureuse ou être en paix, etc. Et toutes ces croyances-là, ça crée des tensions sous-jacentes, des fois même infimes, mais infime c'est déjà trop, tu vois. L'éveil, c'est vraiment très radical parce que c'est sortir du film. Donc ça veut dire que toi, Diane, surtout au moment où ça se produit, tu disparais. Le personnage Diane est reconnu comme faux, illusoire. Tu as cité Saint François d'Assise tout à l'heure, et pour beaucoup de sages et d'éveillés, ils décrivent ça comme une mort du petit moi,
le petit moi meurt il y a un moment donné. Donc c'est pour ça que saint François dit c'est en mourant que l'on renaît. Tout à fait. Et effectivement il y a ça. Donc c'est mourir aussi à toutes ces croyances fausses qui nous font plus ou moins consciemment, même souvent subconsciemment, nous tendre vers quelque chose. Et c'est ça qui fait que c'est inconfortable la vie. C'est parce qu'on se tend vers, et c'est fatigant en fait. Alors que lorsque tu arrêtes de te tendre parce que tu as arrêté de croire en l'idée que ce sera forcément mieux ailleurs, autrement, ou quand je serai avec éveillé, plus, oui, ou voilà, ou quand je serai éveillé par exemple. Voilà. Et ben quand tu arrêtes ça crée automatiquement une détente immense. Parce qu'en fait, tu te rends compte que ben non, t'as pas besoin d'aller vers ceci, d'aller vers cela. C'est déjà là comme ça, c'est déjà parfait comme c'est. L'éveil, en fait, c'est être sans ajouter à être. Exactement. Mais rien du tout. Voilà. C'est être sans ajouter je suis Diane, je fais des émissions de radio, j'ai telle notoriété, j'ai besoin de la reconnaissance des gens, je suis thérapeute, je suis ceci, je suis cela. C'est rien à rajouter, c'est être. C'est intéressant à un moment donné quand tu disais voilà, je me dis là que je suis éveillé, il n'y a rien qui change. Mais il n'y a rien qui change, en fait. Oui, puisque être est déjà là. Puisque tu es. Donc il n'y a pas de changement. Ok. Ça, répète ça parce que je trouve ça assez puissant. Ça. Quand tu te dis à un moment donné, voilà, je me le dis maintenant, je suis éveillé ou je suis illuminé ou tu vois ou réalisé, et il n'y a rien qui change. Bien sûr qu'il n'y a rien qui change puisque tu es. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à améliorer. J'ai juste à être consciente. Mais tu es déjà consciente. Tu es déjà consciente, tu as simplement la croyance de ne pas l'être. Ok. Oui. Le truc, c'est qu'on focalise sur les objets et on les prend pour vrais. C'est-à-dire que tu ouvres les yeux et tu regardes ton corps et automatiquement tu dis c'est moi. Ouais. Mais il y a une conscience qui est antérieure à ça. Oui. Il y a une conscience qui est là avant les 5 sens. Tout à fait. Il y a une force sous-jacente au fait de voir, par exemple. Il y a une force qui fait que tu vois. Est-ce que tu le perçois, ça ? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui est là avant les perceptions ? Exactement. Avant les pensées, avant la mémoire, avant tout ça en fait. Il y a quelque chose qui est là avant. Et qui d'ailleurs ne change pas, ne fluctue pas. D'ailleurs, pour qu'il y ait tout ce qu'il y a là, il faut qu'il y ait quelque chose d'antérieur. Ouais. Et qui ne fluctue pas. Exactement. Pour qu'il y ait des mouvements, il faut forcément quelque chose d'immobile. Tu vois. Tout comme pour que tu entendes des sons, il faut du silence en dessous. Ou pour qu'il y ait des objets dans cette pièce, il faut un espace qui soit là, sous-jacent, qui soit déjà là. Mais sauf que le mental, il focalise jamais là-dessus. Il focalise jamais sur ce qui est antérieur aux perceptions, il focalise toujours sur des points précis. C'est pour ça qu'on dit focaliser. C'est qu'il pointe, il focalise. Il a besoin de repères, en fait. C'est une croyance. On est tellement identifié à la forme. Et on focalise surtout en premier lieu sur l'histoire de moi. Ah oui. L'histoire de moi, le personnage. Exactement. Mais est-ce qu'on y croit à ça? Ouais. Oui. On y croit à fond. Qu'est-ce que va devenir le personnage? On y croit. Puis, c'est Byron Katie, une auteure américaine que vous connaissez peut-être, qui disait « Qui seriez-vous sans votre histoire? » Oui, ça c'est important. Je trouvais que c'était une question que j'ai relue à plusieurs reprises. Qui je serais, moi, sans l'histoire de ce que j'ai vécu? Puis Bah, tu saurais. Ben voilà. Qui je serais, je serais. S'il n'y a pas d'histoire, tu es. Ouais. Voilà. Ouais. C'est assez. Une fois, j'étais en entretien avec quelqu'un qui vient me voir et la personne, c'était une personne très en souffrance. Je lui dis, regarde l'émotion, accueille l'émotion, donc elle perçoit l'émotion dans le corps. Je lui dis, regarde, l'émotion est un objet vu, c'est une perception. Toi, t'es pas l'émotion puisque tu la vois. Toi, tu es le voyant, tu n'es pas l'émotion. Et au moment où elle réalise ça, en fait, elle se dit, mais si je suis pas l'émotion, je n'existe pas. C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui reste quand on est identifié beaucoup. Hein? Oui. Ah ouais. Et pour tout. Pour tout. Et mon auto, mon corps, mes cheveux, mes enfants. Tout. Et ce qui est très intéressant. Fou. L'ego veut tout s'approprier, il veut tout posséder, il veut. Ouais. Le degré de souffrance de l'humain, du personnage, est proportionnel à l'identification. Si tu es identifié à 78,3%, tu vas souffrir à 78,3%. Je l'ai constaté, c'est vraiment ça, quoi.
Toutes les personnes qui viennent me voir, c'est moins elles sont identifiées à la vie du personnage, à la vie de moi, à l'histoire de moi, tout ça, et moins elles souffrent. Et plus elles sont identifiées, plus elles souffrent. Donc moi, je suis identifiée, moi, mon ego prend place. C'est ça, dans le fond? Moi, à mon ego. Tu vois, par exemple, là, quand tu dis je suis identifié à mon ego, ça veut dire que mon ego est un objet, puisque tu dis mon. Donc ça appartient à quelqu'un, ou plutôt à quelque chose. Ou à... Il appartient au personnage que tu joues des fois. Des fois. J'ai lu récemment, puis je trouvais ça tellement beau, puis j'espère que je l'ai copié quelque part, que je me le suis envoyé. Einstein disait « Il vaut mieux une vie tranquille et douce à la maison qu'une course au succès qui ne crée que de l'agitation. » Ouais, ça dépend. Sur le plan absolu, tu pourrais très bien faire beaucoup de choses, bouger beaucoup, mais savoir en ton fort intérieur que tu es la conscience et donc tu es équilibre, tu ne fluctues pas. Ouais. Par exemple, là, quand tu parles, tu penses que tu parles. Exactement. C'est ça la différence, c'est que la bouche là, elle parle. Quand je parle, je me sens pas parler. Ça te sens pas parler. Non, ça parle. Il y a personne qui parle en fait. C'est ça. Ça parle de soi-même. C'est l'élan de vie, le courant de vie qui parle. La conscience fait ça. Mais c'est pas moi, Pierre, qui parle. Je sais pas si c'est clair. Ça. Il n'y a pas d'identification à ce qui est. C'est clair parce que j'ai l'impression de toucher à ça parfois. Tu sais, dire des fois je suis dans une conférence puis ça part puis je me regarde aller, je me dis mais où est-ce que je m'en vais comme ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure par moment. Tu crois. Oui, c'est ça, par moment. C'est pas tout le temps. Non. Mais tu vois, quand tu dis, on voit bien qu'il y a encore la croyance à l'identification, puisque tu dis où est-ce que je m'en vais. Alors que moi, je me dirais pas où est-ce que je m'en vais, je dirais où est-ce que ça s'en va. Tu vois, il n'y a pas de moi investi au niveau de la personne, au niveau du personnage. Je sais pas si. Ok. C'est l'élan de vie, c'est la vie qui bouge. Et moi, j'en suis témoin, je l'observe, je le vois. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que ça, c'est la première étape, on va dire, dans l'éveil, c'est de constater que tu es la conscience et que tu vois tout ce monde. Mais la deuxième étape, que moi j'appelle ça l'absorption, c'est quand tu réalises que cette essence qui est en toi, c'est la même essence en même temps que partout, en même temps qui est dans la table, qui est dans Diane, qui est dans les nuages, qui est dans tout ça. Ouais. Et là, à ce moment-là, on réalise que ça veut dire l'amour vraiment. C'est ça l'amour vrai. Pourquoi tu inclus les choses dans cette conscience-là? Parce qu'elles ont été créées par la conscience? Parce que tout est conscience en fait. Les choses aussi. Si tu entre guillemets n'inclus pas ça, tu fais une séparation et un éloignement. Donc ça ne peut pas être une conscience inaltérable, inaliénable, immuable. Il y a une dualité. Automatiquement. La réalisation du soi, c'est passer de l'idée je suis une personne avec une conscience à l'intérieur à la réalité qui est je suis la conscience avec tout à l'intérieur. Exactement. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît là, tout ce que tu perçois, tout ce qui est vécu, ça apparaît à l'intérieur de toi. Et si je te pose la question, Diane, ton corps il apparaît à l'intérieur de toi ou c'est toi qui es à l'intérieur du corps? Quel est ton vécu direct? Tu te rends bien compte que le corps il apparaît au sein de la conscience. Donc ça veut bien dire que le corps est à l'intérieur et que tout ce que tu perçois c'est à l'intérieur de toi. Et ça peut être vécu. C'est pas juste un concept philosophique joli. C'est la réalité. Est-ce que vous avez rencontré dans vos parcours des enfants qui comprennent déjà tout ça? Ben toi, t'en étais un enfant comme ça. Oui. Tous les bébés de 2-3 mois vivent ça comme ça. Les enfants, ils le vivent comme ça. Ils sont pas dans le mental, ils séparent pas les choses. Non. Ils sont spontanés, eux. C'est... Comment les préserver de se perdre dans des croyances? Non, il n'y a rien qui se perd en fait. Ils n'ont pas besoin d'être préservés, il n'y a pas de danger. Les questions sont plus bonnes. On fait une économie de mots quand on commence à comprendre. À la fin, il ne reste plus de mots. C'est ça. Il n'y a plus de questions. Mais oui, il n'y a pas besoin de les préserver. Non, il n'y a pas de danger. Là, en ce moment, il y a l'émergence de nouveaux systèmes éducatifs comme les écoles démocratiques, les écoles dynamiques, etc., où justement on laisse l'enfant suivre l'élan du cœur et apprendre en suivant l'élan du cœur. Donc, vous avez ça en France? Oui, de plus en plus, c'est en train de se... Il n'y a plus de matière, il n'y a plus de matière, il n'y a plus de profs, et l'élan suffit. Ça, c'est extraordinaire.
Comment ça s'appelle, ces écoles-là? École démocratique ou école dynamique. Dynamique. Alors, il y a d'autres systèmes. Il y a aussi Montessori dans une autre forme, mais c'est pareil, quelque part. Voilà. Oui. Ouais. Donc, mais ça a commencé aux États-Unis, justement. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans nos organisations? Comment? Dans nos organisations, dans nos entreprises, dans nos... Tout à l'heure, là, je m'en vais en réunion. Quel est le but de cette réunion? Le but, c'est qu'il n'y a pas de but, en fait. Ouais, il n'y a vraiment pas de but. Mais comment être là? En acceptant d'être. Oui. Là, maintenant, si tu n'écoutes pas ta tête, tu la mets de côté. Tu sais que les pensées sont là. Tu sais que tu as l'ego et tout ça, mais tu t'en occupes pas. C'est-à-dire tu prêtes pas attention et tu acceptes et tu accueilles d'être. Et tu es dans l'instant. C'est vraiment aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de faire tout un tas de périples. Hein. Mais parfois, c'est... tu sais, le mais, là, Marcel, là, parfois, c'est facile. Moi, j'adore rentrer chez moi le soir, puis être tranquille, puis rien faire, ou faire mes choses à moi, ben, dans le silence beaucoup. Oui. On dirait que plus ça va, plus j'ai besoin de ça. Oui. Mais en même temps, il y a toute la contrepartie de vie sociale, professionnelle, matérielle, financière et tout ça. C'est là où j'ai un défi, c'est de dire, OK, comment rester la conscience autant que quand je suis chez moi ou davantage, puis de l'être au travail, en relation avec les autres, en faisant l'épicerie, en étant dans le moment présent. Ouais. Il y a plein d'approches différentes et ça, c'est l'élan du cœur qui va te dire... Par exemple, en Inde, on utiliserait un mantra. Par exemple, dans la vie quotidienne, si tu n'as pas à parler, tu peux utiliser le mantra. Et pour rigoler, une fois, il y a mes élèves qui me demandaient c'est quoi un bon mantra. Et je voulais pas leur donner un mantra en sanskrit, donc je leur ai dit répétez je t'aime. J'adore. Et si tu répètes je t'aime à tout ce qui apparaît, à ses pensées, aux pensées, aux émotions, à tout ce que tu perçois dans ton champ de vision. Il n'y a plus de rejet, il n'y a plus de résistance et donc l'ego craque parce que l'ego est fait de résistance, donc il ne peut pas durer bien longtemps. Donc il y a cette voie-là, il y a plein d'autres voies. Ah oui, il y en a plein. Si tu es capable de sentir le silence sous-jacent, c'est-à-dire en dehors ce qui est antérieur des perceptions, si tu ressens qu'il y a un silence, par exemple là, quand je parle, si tu sens qu'il y a un calme qui est sous-jacent, tu t'entraînes à rester là. Ça dépend, en fait, on pratique avec ce qui nous pousse intérieurement, l'élan du cœur, et on pratique aussi avec là où c'est confortable pour nous, où c'est facile. Ça doit être, ça doit pas être une lutte, c'est l'élan d'amour, de toute façon, qui ramène à l'unité. Qu'est-ce qui fait que des fois on a l'impression d'y arriver, mais c'est qu'on sent qu'on est, OK? Puis que des fois on dit, mon Dieu, il me semble que je suis loin de ce que j'ai envie d'être. Parce que tu crois en la pensée je suis loin. Tout à fait. Tu lui as donné de l'importance. C'est juste ça. Tu te l'es appropriée. Voilà. Elle n'existe pas en fait. Elle est complètement illusoire. J'en ai pour des heures de méditation. c'est vraiment le problème de la plupart des humains, c'est qu'il y a une grosse identification en mental, alors que le mental, c'est vraiment juste un outil comme un ordinateur, et on le programme comme on veut. Comme je dis à mes élèves de méditation, déjà votre mental, vous le contrôlez pas, donc c'est pas vous, parce que si je vous dis quelle est la prochaine pensée qui vient, fais l'expérience maintenant. Si tu veux, Diane, dis-moi quelle est la prochaine pensée qui va venir là. T'es incapable de savoir laquelle. Ben, faut que je la choisisse. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu peux pas savoir. Exactement. Et maintenant, si je te disais, imaginons, tu regardes des films d'horreur pendant une semaine. Quelles vont être tes pensées la semaine d'après? Je vais barrer les portes à double tour. C'est ça, ça va être ça. Donc le mental, c'est juste une programmation. Tout à fait. Donc une fois que tu l'as vu, tu ne réponds plus au programme. Bien sûr. Parce que tu sais très bien que c'est des pensées liées à ton expérience passée, etc. Exactement. Mais que ça n'a rien à voir avec toi maintenant tout de suite. Mais je me disais exactement ça hier soir. Je me disais, je ne comprends pas les gens qui vont voir des films d'horreur. Puis je me faisais la réflexion, moi je serais incapable, même des films stressants, là, où le héros est toujours sur le qui-vive. Je suis plus capable parce que je trouve que ça ne m'apporte pas de bien. Ça ne me fait pas de bien. Je vais dire ça comme ça. Je vais rappeler, parce que l'émission tire à sa fin, je vais rappeler, vous êtes d'une générosité incroyable parce que
C'est avoir la patience de répéter inlassablement les mêmes choses ou en tout cas entendre les mêmes questions, les mêmes objections, les mêmes « oui, mais ». Je vais reparler de vos activités ici là, pour la Ville de Québec et Lévis. Donc, mercredi, jeudi, vous êtes en satsang, en témoignage sur l'éveil à Saint-Nicolas. Je vais donner l'endroit pour que les gens puissent réserver. Et c'est le soir de 7h à 9h30. Vendredi, un cours de yoga et de méditation avec vous de 14h à 16h au studio Osmose. Et en soirée, c'est encore un satsang témoignage sur l'éveil au même endroit. Les prix sont minimes, alors on parle de entre 25 et 50 $. Et des tarifs spéciaux si vous participez aux 2 activités d'une même journée. Samedi, le 28, vous êtes cette fois-ci à l'Hôtel Classique pour un satsang et témoignage sur l'éveil de 2h30 à 4h30 en après-midi. Et le dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 16h30. Wow! Ça fait des bonnes journées, ça. Par la suite, vous allez être à Sainte-Thérèse, Drummondville, Bromont et Laurentides. Et pour avoir plus d'informations et pour réserver, notez l'adresse, c'est info@commercial merci vie.com. Alors, c'est info@commercial merci vie.com. Pierre-Laurie Guillemets et Gérald Ben-Merzo, ce fut un grand bonheur. J'en ai pas assez, là, ça m'en prendrait plus. J'étirerais l'émission encore davantage, mais je vais me faire taper sur les doigts. Et je vous souhaite des rencontres merveilleuses, puis je souhaite aux gens de profiter de cette occasion-là. Isabelle, qui a orchestré votre venue ici, me disait que vous aviez... Ah oui, je voulais donner vos adresses de sites personnels. Vous faites des rencontres individuelles aussi. Est-ce que vous en faites? Oui, ouais. Oui. Ici à Québec aussi, donc en passant par info à commercial. Okay. Tout à fait. Et ah oui, dernière petite chose, on va avoir un ouvrage qui va bientôt sortir. C'est vrai? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Quand? Au printemps 2018, il sort. Et il y a possibilité de faire des précommandes, enfin des choses comme ça si les gens le veulent. Et ça, prévoir c'est quoi. Où? Comment? Sur quel site on peut... là, ça serait bien peut-être de voir ça avec Isabelle. Avec Isabelle. Oui, elle a toutes les informations. Info à commercial, merci, vie.com. Si on veut avoir plus d'informations sur Pierre, tu as ta page Facebook. Oui. Et tu as aussi ton site www.yoga-traditionnel-angers.com. Oui. Et Gérald, ton site, tout est un, parce que en lisant, donc TOUTESTUN dans un seul mot.com, où là on va voir tes activités. Toutes les activités de l'association, celles aussi que je fais. Voilà, sachant que l'association donc s'occupe de repas, entre autres solidaires, des vêtements. Elle est en partenariat avec l'Armée du Salut aussi. Ah, c'est vrai. Elle agit dans différents centres d'hébergement d'urgence, etc. Okay. Beaucoup d'activités. Bien, messieurs, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un beau séjour au Québec. Puis j'espère vous recevoir à nouveau bientôt. Merci Diane. Merci, à bientôt. À bientôt.